Bonsoir tout le monde. Nous voilà donc en live, comme prévu. Tout le monde aujourd'hui fait des lives. Et en début de semaine, je me suis dit qu'il fallait quand même se mettre au goût du jour, ou plutôt au goût de la nuit. Parce que cette session que nous allons vous proposer aujourd'hui, Christelle Duchamp et moi, se déroulera à la seule lueur de nos bougies. Ce qui est finalement assez logique pour des auteurs qui écrivent sur la noirceur. Parce que oui, on va parler de ça, de noirceur, de huis clos, de famille, de la famille comme huis clos, puisque c'est le thème de notre discussion aujourd'hui avec Christelle Duchamp. Je vais donc allumer quelques bougies supplémentaires et inviter Christelle à me rejoindre. Une ambiance intimiste dans la pénombre, entourée de livres, rien de tel, pour parler littérature. Hop. Et voilà. Je pense qu'on est plutôt bien. Je vois qu'il y a déjà un peu de monde et je vais inviter Christelle. Christelle Duchamp. Hop. Attendons qu'elle arrive. Et ne tombons pas. Salut Coucou. Christelle. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Écoute, Eh j'ai ben, allumé j'avais que des hâte. bougies. Je vais me reculer un peu. Oui, ça y est, on est. Ah, on nous dit déjà super ambiance. Donc, ça ne augure que du bon. J'avais hâte. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, bon, j'ai pas fait dans la demi-mesure. Hier, je suis allé faire mon stock de bougies, de lumignon. Ça y est, tu nous vois bien? Tout est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Ah, génial. Bonsoir, bonsoir. Bon, bah, il y a un petit peu de monde. Je m'attendais pas à ça, c'est super. Alors, voilà, j'annonçais juste avant que tu n'arrives qu'on va parler de noirceur, de huis clos, de famille dans ce live. Et dans un premier temps, on va quand même peut-être se présenter. Alors, juste un petit mot, pour dire aux gens qu'on est tous les deux auteurs chez l'Archipel, donc tu es ma consoeur de chez l'Archipel. Pour autant, on n'écrit pas le même genre de livre. Moi, je suis plutôt en littérature dite blanche, paradoxalement, littérature, disons, généraliste, tandis que toi, tu es dans le noir à proprement parler, dans le polar, ce qu'on appelle le polar communément. Mais même si on n'écrit pas le même genre de livre, on a des thématiques communes, donc la famille, l'hérédité, la violence, qu'on refoule souvent. Et voilà, c'est en partant de ce constat, des thématiques communes à nos deux univers, qu'on a eu l'idée de proposer cette discussion autour de la famille comme huis clos. Parce que finalement, c'est comme ça qu'on l'envisage dans nos romans, je crois, tous les deux. Enfin, la famille, euh, un, ça tourne en vase clos et les violences s'y mêlent et finissent quelquefois par déborder. Et voilà, ça conduit à des drames dont on se délecte par l'écriture, pourvu qu'ils soient fictifs, bien sûr. Donc, je te laisse te présenter et puis voilà. Qui es-tu? Eh ben, écoute, oui, donc Christelle Duchamp, j'ai 7 ans, je sais pas si je veux le dire. Et en effet, j'œuvre au sein des éditions de l'Archipel dans la branche noire, slash suspense, slash polar, slash thriller. Et j'en suis à mon troisième roman qui s'appelle Délivre-nous du mal. Le premier, c'était L'art du meurtre qui est apparu en 2020. Et le deuxième, pardon, dont on va plutôt parler ce soir, c'est Le sang des Belasco. Puisque quand tu m'as proposé ce live, j'ai trouvé l'idée excellente. J'ai trouvé surtout excellente l'idée de mettre en parallèle nos deux romans qui, comme tu le dis, sont pourtant pas classés dans la même catégorie. Mhm. D'ailleurs, j'ai été surprise d'apprendre que toi, tu étais classée en blanche parce que voilà, j'aurais pas du tout parié là-dessus, mais je trouve que voilà, tu as réussi quand même un roman très très sombre. On est presque dans le roman noir, parce qu'il y a quelque chose de très sociétal dans ce que tu écris.
Mhm. Donc voilà, donc je trouve ça plutôt cool ce soir de partager et de mettre en lumière. Voilà, on a un petit peu réfléchi en amont tous les Oui, deux. ouais. On a préparé Et assez sérieusement le live quand même. Donc, ouais, carrément, ouais, ouais. Mais en même temps, sérieusement, et alors toi, tu as vachement bien voilà, décortiqué tout ça, mais pour moi, les points communs sont arrivés très vite en fait. complètement, ça s'est imposé. Et alors, je ne l'ai pas spécifié dans l'introduction, mais pour ma part, je vais parler de mon seul roman publié pour le moment, c'est le cas Victor Sommer. Et tu as raison, c'est qualifié, enfin, il est classé dans ce qu'on appelle la littérature blanche. Pourtant, la couverture fait plutôt penser à un thriller ou un policier ou voilà, dans ce genre-là, un roman vraiment noir. Euh, Après, on peut toujours se poser la question, est-ce que la littérature blanche euh, n'a pas le droit d'être sombre? Enfin, là, pour le coup, si, elle a le droit de l'être, de traiter des sujets graves, évidemment, de noirceur. Euh, et après, là, on entre dans des logiques, je pense, commerciales, parce que les libraires, très concrètement, ils ont besoin de ranger un livre dans un rayon précis. Et si on avait classé le cas Victor Sommer avec tes romans, par exemple, bah, les lecteurs de romans policiers, polars, auraient été déçus parce que c'est pas un roman policier, c'est pas un polar où il y a un suspense haletant à la fin Ou de. piège, ou, ouais. Voilà. Donc, il y a un moment où, un peu tristement, il faut entrer dans une case pour des raisons pratiques qu'on peut comprendre. Et donc, pour ma part, c'est la litté blanche. Et toi, c'est la noire. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur, enfin, nous résumer ton roman Le sang des Belasco dont on va parler? Alors, Le sang des Belasco, c'est l'histoire de 5 frères et sœurs qui se retrouvent dans la maison de leur enfance. Leur papa vient de décéder et il leur avait demandé voilà, de se réunir une dernière fois dans la maison de famille pour préparer les obsèques. Donc les funérailles ont lieu le lendemain. Et donc ces 5 frères et sœurs qui pour certains ne se sont pas revus depuis un moment se retrouvent pour une nuit. Ils vont passer la soirée et la nuit ensemble pour assister aux funérailles, donc le samedi, le lendemain. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ses frères et sœurs se détestent et qu'ils vont se retrouver malgré eux piégés dans cette maison, c'est-à-dire sans la possibilité de sortir de cette maison, puisque le papa était un petit peu paranoïaque et que du coup, il a mis au point voilà, toute une domotique avec une maison qui finalement se ferme du monde à une heure précise tous les soirs. Et en fait, ils ne vont avoir aucune solution pour sortir de cette maison. Et voilà, on imagine que ça va pas très bien se passer. Là, on fait appel un petit peu tous à, voilà, on imagine tous une soirée avec cette belle-sœur, ce beau-frère, ce frère, cette sœur qu'on n'aime pas trop. Voilà, et on est obligé de tenir jusqu'à 7 heures du matin sans échappatoire. Tenu en otage, en fin de compte. Mais là, Voilà. voilà, par les. Toi, à l'inverse, enfin, à l'inverse, non. Toi, c'est pas, la maison est pas refermée sur elle-même, mais par contre, le huis clos, il est hyper présent. Parce que, même si Victor sort de chez lui, moi, j'ai ressenti à la lecture de ce roman une oppression, Hmm. euh, qui est exercée, enfin, tu vas nous expliquer, mais qui est exercée par la mère. Mais il y a malgré tout, enfin, même si c'est pas un huis clos, moi, le souvenir que j'en ai, c'est presque un huis clos, moral, en fait. Oui, 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 un huis clos psychologique, du moins, complètement, je suis d'accord avec ça. Alors, du coup, bah, puisque tu parles du cas Victor Sommer, je vais le résumer en quelques mots pour les gens qui ne l'ont pas lu. Euh, c'est l'histoire tout simplement de Victor qui a 33 ans, qui vit avec sa mère prétendument infirme, ou plutôt qui se veut infirme, qui se dit tout le temps souffrante, malade. Elle veut absolument que son fils s'occupe de lui et il n'a le droit de rien faire d'autre. Enfin, il doit se consacrer à sa mère. Il ne peut pas travailler, pas avoir d'amis, encore moins de petits amis. Il est vraiment sous son emprise absolue. Il n'a pas de vie, elle l'empêche d'exister et il en souffre forcément. Et un jour, un matin, mystérieusement, sa mère disparaît. On ne sait pas pourquoi ni comment. Euh, et donc Victor, dans un premier temps, il est très angoissé d'être livré à lui-même face à ce monde qu'il n'a jamais appris à connaître. Et après, il se dit finalement, c'est peut-être l'occasion de prendre mon envol. Ce ne sera pas forcément aussi simple, hein, comme voilà, je laisse la question ouverte. Mais donc voilà, il est question effectivement d'enfermement d'une autre façon. Mais dans nos deux romans, il me semble que
le parent, alors le père pour le sang de Belasco et la mère pour Victor Sommer, Ouais. euh, sont quand même dépeints comme, alors tu disais paranoïaque pour le père des Belasco, euh, est-ce que on pourrait dire que qu'il est un peu, je sais pas, tyrannique ou qu'il il est malsain en tout cas, il y a quelque chose de, il Ouais. enferme quand même ses enfants. Ouais, il est alors c'est vraiment la figure du patriarche dans toute sa splendeur. C'est vraiment le modèle de famille entre guillemets à l'ancienne, Hmm, c'est-à-dire que on montre pas ses sentiments, d'autant plus quand c'est le papa. La figure maternelle est là pour aimer, pour faire des câlins, mais le patriarche est là pour donner le rythme et puis pour donner surtout la l'autorité, le respect, toutes ces valeurs là. Donc on est vraiment sur un modèle familial à l'ancienne. D'ailleurs, David à un moment dit, voilà, une des rares fois où mon père m'a pris dans ses bras. Enfin voilà, il en revient à peine lui-même. hmm, Et le père, lui, a cette volonté de léguer aussi le domaine viticole à un de ses enfants. Alors il essaye avec l'aîné Philippe, ça marche pas. Il essaye avec le second Mathieu, bah, c'est un échec aussi. Et puis après, alors sans spoiler trop, mais en effet, il va y avoir toute cette démarche du père qui finalement veut tenir les rênes jusqu'au bout, qui veut que ses enfants réussissent. Euh, et puis surtout que sa famille laisse une bonne impression, quitte à prendre les décisions les plus irrévocables. hmm. Et Donc alors, voilà, il y a cette figure-là du père qui est complètement, oui, et en plus ajouté à ça paranoïaque. Toi, cette mère Sommer qui est aussi quand même des tares. Alors on n'est peut-être pas sur la paranoïa, mais on est sur une possessivité extrême. hmm, ouais, ouais, complètement. Oh, et puis une forme de paranoïa aussi, parce qu'elle ne Ouais. cesse de mettre en garde son fils contre le monde extérieur, qui est prétendument dangereux. Il faut pas que, comment dire, il faut pas qu'il voie de filles, parce que les filles sont forcément perverses, perverties. Et pareil, en fait, pour les garçons, enfin, que ce soit garçon ou fille, il y aura toujours un bon prétexte pour ne pas être au contact du monde. Hors de la maison, c'est un danger. Euh, L'altérité, en fait, tout entière, est un danger, potentiellement dangereuse. Et donc, il ne faut pas se mélanger, il faut rester comme ça, en vase clos. Mais alors, toi, pourquoi tu as choisi la figure du père? Alors, tu parlais de patriarcat, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans ton livre, dans ton dernier livre, Délivre-nous du mal. Là, c'est vraiment le sujet. Euh, mais donc, ça s'est imposé pour toi, la figure du père, qui est finalement pas, pas le bourreau de ses enfants, mais euh, c'est le père qui Le, orchestre ça. C'est... c'est le maître d'orchestre, c'est le maître de navire. Oui, oui, c'est le maître de sa famille. Ça s'est imposé un petit peu naturellement. Surtout que là aussi, sans spoiler, j'avais besoin que la mère soit dans une posture quelque part de victime. Donc du coup, ça aurait pu être la mère hein, qui tient ce rôle. En fait, la mère Belasco aurait pu être la mère Sommer, complètement. Sauf que en fait, dans le scénario dont j'avais besoin, il fallait que ce soit elle qui soit un petit peu plus faible entre guillemets, un petit peu plus victimisée. Donc c'est le papa voilà, qui allait tenir tout ça par sa poigne. Hum, ouais, ça s'est imposé. C'est le scénario qui a imposé finalement la place c'est du ça. père. Hmm. Ouais. C'était... Et je pense que pour toi, c'est pareil, parce qu'il y a cette dualité mère-fils très, très malaisante finalement, très syndrome d'Oedipe. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, finalement, on ne sort jamais une histoire de nulle part. Évidemment, il y a l'influence de notre vécu, des sujets qui nous tiennent à cœur. S'ils nous tiennent à cœur, c'est bien qu'il y a quelque chose qu'on veut les traiter, mais il y a aussi toute l'influence littéraire et pas que littéraire. Oedipe, le mythe d'Oedipe, bon bah effectivement, on a du mal à s'en affranchir après tout ce temps, et il y a toujours voilà, cette relation mère-fils, euh, souvent malsaine, enfin qui est dépeinte comme malsaine dans ce genre d'œuvre. Bah oui, ça s'impose, enfin, c'est comme tu dis, ça s'impose, c'est le scénario Ouais. qui veut ça au bout d'un moment. Ouais. Euh, et Mais c'est Manuel, drôle parce que
Tu vois, tu parles d'Oedipe et c'est encore un point commun qu'on n'a même pas listé dans notre préparation. Mais en fait, c'est vrai que moi aussi, j'ai cette évocation à Oedipe et à Antigone, puisque un de mes personnages a un restaurant qui s'appelle la table d'Oedipe, puis la table d'Antigone, et justement à tout ce rapport de euh, euh, là aussi, sans spoiler, c'est compliqué, mais des enfants qui finalement peuvent en vouloir de façon extrême à leurs parents. Oui, Et ça rebondit aussi dans nos deux textes. oui, oui. C'est-à-dire jusqu'où finalement cette amertume de l'enfant peut se retranscrire sur le parent en fait. Mhm, mhm. Tout à fait. Et là, tu vois, il y a quelqu'un qui nous dit le père de Victor, il n'est pas présent. Non, alors le père de Victor, justement, c'est le grand absent du roman. C'est un fantôme qui plane sur Victor, oui. Euh, et puis Emmanuel nous dit la famille est une source d'inspiration permanente. Bah alors ça, c'est clair et net. Heureusement que, enfin, je veux dire avec humour, hein, évidemment. Heureusement que nos familles sont défaillantes, sinon on Ouais. n'aurait pas grand-chose à écrire. Il y a peut-être, alors là c'est une question, tiens. Euh, Entre auteurs, est-ce que il n'y aurait pas une forme de complaisance aussi? Parce que je sais que moi je prends beaucoup mon vécu pour l'inspiration. Enfin, je veux dire, je m'inspire beaucoup de mon vécu, de problématiques que j'ai rencontrées. Et je me dis, mais attends, c'est un peu dégueulasse quand même, parce que euh, je me réjouis d'avoir eu ces problématiques, d'avoir souffert ou d'avoir voilà, eu du mal à certains moments de ma vie, et encore maintenant. Euh, donc, est-ce que je ne me complais pas dans mon malheur? Est-ce que je ne l'entretiens pas pour avoir encore du matériau? Euh, comment, qu'est-ce que t'en dis, Ouais. toi? Ouais. Alors c'est peut-être la limite très ténue entre la complaisance et l'autothérapie et l'exorcisme. C'est-à-dire que est-ce qu'on se complaît à ressasser des choses? Est-ce que, à l'inverse, on est des magiciens pour nous-mêmes ou des autothérapeutes qui prenons des choses négatives ou des choses, voilà, peut-être des choses qui nous ont touchés, des choses qui nous ont fait du mal, pour les transformer, un peu des alchimistes, pour les transformer et pour en faire quelque chose d'artistique. Parce que, encore une fois, la littérature, c'est une forme d'art. Donc voilà, c'est pas prétentieux de dire ça ou quoi que ce soit, c'est une Non, forme d'art. bien sûr. Donc, est-ce que c'est pas faire de l'alchimie, c'est-à-dire de transformer quelque chose de pas terrible, qui est une expérience avec sa famille pas top, en finalement quelque chose de plus positif. Donc moi, je le vois pas sous l'angle de la complaisance, mais plus de la thérapie en fait. Hmm. Après, je pense que ça dépend aussi de chaque auteur, et puis on peut toujours le voir sous un angle et sous un autre, d'une façon améliorative ou péjorative. Mais je me pose vraiment cette question, tu vois, et là, c'est pour ça que je me permets. Et alors, je sais pas si je peux te la poser, celle-ci, mais allez, hop, on fonce, je vais te la poser. Est-ce que Vas-y. justement, si la famille t'inspire autant, c'est pour exorciser quelque chose aussi? Comme Ouais. toi? Ouais. Alors moi, clairement, les bouquins, de toute façon, c'est une thérapie perpétuelle pour moi. Enfin voilà, je le cache pas. Même si je déguise souvent la vérité, soit dans mes personnages, soit dans les thématiques que j'aborde, mais c'est clair que c'est une thérapie. Donc, enfin, je sais pas. Ouais, toi, tu le vois plus comme, tu mets plus de distance par rapport à ça ou ah, je t'entends plus. Ah, c'est bon, tu m'entends? Ouais, c'est bon, ouais. Alors, qu'est-ce que tu me demandais, pardon, est-ce que je mets plus de distance? Ouais, est-ce que tu mets plus de distance que final? Ouais. Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est quand même des expériences que tu retranscris ou c'est vraiment une mise à distance? Là aussi, tu papillonnes plus dans dans des trucs qui te sont arrivés et Hmm, eh ben, de toute façon, je reprends une part de mon vécu ou des expériences, je dirais, isolées, et j'en fais une fiction. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même de la fiction. C'est pas de l'autofiction ou quoi, c'est de la fiction. Le cas Victor Sommer est écrit à la première personne. Alors, beaucoup de gens me demandent, c'est autobiographique? Je leur dis que non. Alors, comment ne pas spoiler, comment ne pas divulguer disons que, voilà, si vous lisez le cas Victor Sommer,
je ne suis pas... euh, mon dénouement ne sera pas celui de Victor, heureusement, et je ne suis pas coupable, disons, de ces méfaits. Après, beaucoup de ces réflexions et de ces, comment dire, ouais, de ces réflexions, de ces pensées sont les miennes. Je les ai pas sorties de n'importe où, mais pour bâtir ce personnage, j'ai pris mes défauts, j'ai pris tout le vice en moi et je l'ai poussé à Ouais, l'extrême pour faire un personnage. ouais, Voilà. ouais, Et ouais. alors, parce qu'on a beaucoup On a beaucoup de questions, ouais, d'intervenants, ouais. oui, Stephen King dit que tous les écrivains reviennent presque toujours aux deux ou trois mêmes sujets, justement parce qu'ils font partie du véhicule d'écrivain, et c'est tout à Ouais, fait vrai, je trouve. Oui, ouais. et ben voilà, on ne peut pas dire mieux. De toute façon, si on traite un sujet, c'est parce qu'il nous tient à cœur, encore une fois. Ouais. Ta, 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 Et d'ailleurs, je rebondis sur cette histoire de famille où le sujet qui revient de manière récurrente. Moi, mes trois romans, il y a que les Belasco entre guillemets qui traitent de la famille à proprement parler. Et il y a peu une libraire qui m'a reçue chez elle. D'ailleurs, je lui fais coucou, elle se reconnaîtra, la librairie des Ogres, Anne-Laure, à Lyon, qui m'a dit en fait, je trouve qu'il y a un fil conducteur dans tes romans qui est la famille. C'est-à-dire que dans l'art du meurtre, c'est la famille professionnelle, c'est-à-dire ce lien entre les deux enquêtrices qui est un lien qui est très très fort et très solide où elles se soutiennent beaucoup, surtout une qui soutient l'autre d'ailleurs. Dans la famille, dans le sang des Belasco, bah, bien sûr, c'est la famille Belasco. Et dans Délivre-nous du mal, c'est la famille, on va dire sectaire, c'est-à-dire la famille qu'on se constitue parce que sa propre famille a eu des manquements et que notre propre famille nous a déçus. Donc, on se crée une sorte de fratrie fictive, reconstituée de toutes sortes. En gros, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Donc voilà, une sorte de et en effet, c'est vrai que quand j'y réfléchis, ce lien de la famille, cette thématique de la famille revient souvent. Donc, que dit Nadège, c'est assez vrai, ouais, qu'on revient toujours aux deux, trois sujets parce qu'ils nous touchent et parce qu'ils nous font du mal aussi et qu'on a besoin d'en parler. oui, c'est vrai. En fait, on peut traiter un même sujet de plusieurs façons différentes, on peut le décliner, et c'est ce que tu dis exactement dans Délivre-nous du mal. Oui, il y a cette secte, en fait, on peut parler, je sais pas, de sororité, en fait, ces femmes déçues bah, du patriarcat, déçues non pas seulement de leur famille, mais aussi des hommes en général, qui s'unissent. Donc oui, là, ça forme une famille, et en fait, je pense que c'est ça, il y a un fil conducteur. Euh, alors Céline, bonjour Céline, nous disait déjà, il est difficile de mettre de la distance entre soi et ses écrits. Une astuce pour mettre cette distance? Eh ben non, j'ai pas d'astuce. Et toi, Christelle? Non, mais est-ce qu'il en faut une finalement, astuce? Moi, enfin, encore une fois, hein, mais c'est vraiment, non, c'est nécessaire en fait de peut-être de pas mettre peut-être même de distance entre soi et ses écrits. Il y en a forcément une, comme tu expliques, par le côté fictif, par le côté fiction. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne fait pas une autobiographie, comme tu dis, on écrit une œuvre de fiction. Donc là, cette distance, elle va être là sur la véracité des faits, mais sinon sur les émotions et sur ouais, non, là, je pense qu'il n'y a pas de. Moi, en tout cas, je veux pas la mettre cette distance. Ouais. Voilà. Alors, quelquefois, c'est vrai que pour ma part, alors dans le cas de Victor Sommer, en tout cas, j'ai essayé de mettre une distance pour que les gens ne se disent pas c'est autobiographique forcément. Je voulais que le personnage de Victor, bien qu'il soit tiré d'une part de moi, comme je te disais, de mes défauts, de mes vices, comme je les appelle, eh ben, je voulais quand même m'en distancier pour pas être enfin, pour que Victor ne soit pas tout à fait moi. Et alors, par exemple, j'ai offert mon livre à mon psychanalyste, et puis il m'a dit, mais votre narrateur est hétérosexuel. Or, je suis homo. Et il m'a demandé pourquoi. Bah, je lui ai dit, genre, bah, en fait, ça s'imposait, il fallait que Victor tombe, parce que dans l'intrigue, Victor tombe amoureux d'une fille, euh, ce qui est l'outrage suprême pour sa mère. Euh, il ne peut pas y avoir d'autres femmes, enfin, il n'a pas le droit. Le cœur de Victor n'est pas assez grand pour accueillir deux femmes, sa mère et, et une petite amie. Donc, il fallait que ce soit une femme pour qu'il y ait cette concurrence féminine, mais après, on peut toujours se demander si Victor est réellement hétérosexuel, si il ne fréquente pas finalement cette fille juste pour le plaisir
d'outrager sa mère, parce que, enfin, Ouais. c'est tout à fait possible, hein. Est-ce qu'il a vraiment des sentiments pour cette pauvre Eugénie de Ouais, 5 par pure provocation et puis par pur désir de s'affranchir de l'emprise de sa mère aussi. Un petit peu comme un gamin qui fumerait des joints ou se ferait une crête violette pour contrer l'opinion de ses parents, en fait. C'est ça. C'est le plaisir de quoi? De déplaire, je pense. Ouais, Et ouais, le plaisir de déplaire et de par ce biais-là de s'affirmer, c'est-à-dire en se disant, bah tu vois maman, tu vois papa, moi aussi je peux voler de mes propres ailes et je peux ne plus suivre en fait tes enseignements et tes directives. s'affirmer Euh, par la négation, en fait. S'affirmer par la ouais, négation. un vrai acte de rébellion, ouais, ouais, C'est la fameuse crise d'adolescence que mon ouais. personnage Victor n'a pas vécu, en fait, et c'est pour ça qu'à 33 ans, bah, il pète les plombs. Enfin, c'est. Voilà. Mais où est-ce qu'on en est. Enfin, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'on parlait donc des parents comme un peu persécuteurs, d'une certaine manière. Euh, et alors, tout à l'heure, tu me parlais de la maison, enfin, de la maison des Belasco et de la maison de Ouais. Victor Sommer. Alors, toi, pour le coup, tes personnages sont enfermés matériellement dans la maison du père. Donc, ils sont cloisonnés, enfin, c'est verrouillé, ils peuvent absolument pas sortir. Donc, c'est un huis clos à proprement parler, Ouais, je pense. ouais. Voilà. Ça, c'est Oui, un. oui. Ah, Après, voilà. huis clos, c'est un huis clos là aussi moral, comme chez toi, parce que du coup, ça va être une sorte de voyage auto-centré, initiatique qu'ils vont devoir mener sur eux-mêmes et sur leur histoire. Donc oui, c'est un vrai huis clos d'enfermement, à la Dix petits nègres d'Agatha Christie, hein, clairement, voilà. Hein, Oui. voilà, c'est de toute façon. D'ailleurs, un extrait des Dix petits nègres ouvre le roman, donc enfin, c'est une référence totalement assumée. Et je dis souvent que j'ai voulu faire un huis clos, un Dix petits nègres contemporain entre guillemets, avec d'autres problématiques que celles d'Agatha Christie à l'époque, puisque les Hmm. choses changent, les mœurs changent, etc. Mais Donc je viens de. Oui, je me souvenais plus effectivement que tu avais mis en épigraphe ouais, un, ouais, un extrait des Dictinègres. Euh, mais en effet, cette influence se ressent. Mais après, les Dictinègres ont influencé, ont inspiré beaucoup ouais, d'auteurs, de policiers, de polars. Enfin, c'est tellement génial. Et je pense que tu as réussi comment dire, à retranscrire ça. Dans un cadre moderne, contemporain, et là où les dix petits nègres traitaient de personnages qui ne se connaissaient pas, enfin je l'ai lu il y a oui, un oui. petit moment, voilà. Mais non, mais tu as tout à fait raison, de gens qui se retrouvent au même endroit sur cette île-là, mais qui n'ont aucun lien, voilà, si ce n'est, enfin, pas de liens familiaux, pas de lien de sang C'est en tout ça. cas. Donc Ouais, c'est voilà. ça. Ouais. Mais tu vois, pour ma part, dans le cas Victor Sommer, alors le personnage Victor sort quelquefois de la maison, ne serait-ce que pour aller chercher le journal ou pour aller à son rencard avec la fameuse fille là. Mais quand il sort de chez lui, il est quand même, il est toujours enfermé. Mentalement, il n'arrive pas à sortir sa mère de sa tête. Et en fait, il sort vraiment pas de chez lui. En fait, il continue de penser à, à ce qu'il a à faire pour maman, à ce que maman va penser, à ce que maman pourrait dire, à ce que maman ceci, cela. Euh, donc, c'est pas un huis clos dans les règles de l'art, si je puis Ouais, dire, mais c'en est un quand même. C'est un emprisonnement ouais, mental qui a valeur de huis ouais, clos, peut-être. Alors, voilà. ouais. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me tient très à cœur. Alors, je ne vais pas déballer toute ma psychanalyse que je fais depuis 4 ans, là, en 20 minutes. Mais Et si on veut tout savoir, dis-nous tout, Vincent. en fait, cet enfermement auquel chacun est condamné, enfin, condamné, voilà, bon, c'est mon point de vue, mais on est chacun dans notre petite tête, on est avec nos pensées qui tournent en boucle, on ne se connaît que soi-même, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, de notre propre mère, de notre propre père. On a beau être sorti d'eux, de nos parents, on a beau vivre avec notre conjoint, notre conjointe, on est toujours isolé dans sa tête. Et ça, c'est un sujet qui m'a terrifié, qui m'a, enfin, vraiment, voilà. Et c'est pour ça que
il y a cette sensation d'étouffement, d'enfermement dans le cas de Victor Sommer. Tu vois, je voulais retranscrire cette angoisse plus que profonde, existentielle. Et est-ce que toi, est-ce que toi, t'es une angoissée? Oh oui, oui. Ah oui, 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 oui. Puissance 1000, ouais. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Une angoissée, oui, de fou. Mais oui, après, c'est tout l'enjeu justement de parfois retranscrire. On n'en revient pas au fait que tu fasses de la blanche et moi de la noire, peu importe. On va parler en termes de voilà d'ambiance d'un bouquin. Je pense notamment à Méline Nothomb avec Cosmétique de l'ennemi, où Mhm. il y a justement un enfermement de soi qui est absolument magistral. On est classé dans la littérature blanche et pourtant c'est diablement noir comme Oui. roman. Donc, je pense que tout l'enjeu de l'auteur qui a envie, donc soit qui ne fait pas du feel good, soit qui ne fait pas du roman d'amour, du roman fleuve, etc., c'est de retranscrire ses propres angoisses sur le papier. Ouais. Et ça, parfois, c'est très difficile. C'est d'écrire la peur, d'écrire oui cette angoisse-là. Là, par exemple, mon prochain bouquin, il y a toute une partie où deux jeunes femmes sont enfermées dans une pièce ensemble et elles sont absolument terrorisées parce qu'elles savent pas ce qui leur arrive. Et c'est et autant toi, tu arrives bien à te mettre dans la situation et à t'imaginer le truc, autant c'est très difficile à retranscrire. Et ça marche pour beaucoup de sentiments assez extrêmes justement. Mhm. Euh, Pareil, écrire une scène de sexe, enfin voilà, je sais pas si tu as déjà été confronté au truc, mais je trouve ça super difficile. Donc voilà, retranscrire l'angoisse, oui. Donc moi qui suis angoissée fois 10 000, arriver par l'écriture à retransposer ça, c'est super difficile, quoi. Mhm. Euh, Et Après, tu vois, quand les lecteurs me disent, bah ouais, écoutez, c'était assez angoissant, on n'était pas bien, bon bah, tu sais que tu as réussi. De la même manière, ou quand moi je te dis, même si c'est pas un huis clos, on sent que c'est un huis clos moral. Bon bah, tu te dis, je me suis pas trop plantée, quoi. mhm. Il y a tout simplement plusieurs façons d'être violent, il y a plusieurs façons Ouais. d'être enfermé. Voilà. Ouais, Il y a plusieurs façons d'être tout. En fait, on peut traiter un même sujet sous plein d'angles différents et de plein de manières. exactement. On y revient. Et Nadège nous pose une bonne question, je trouve. Est-ce que ce n'est pas plus difficile d'écrire un huis clos par rapport à un autre roman, dans le sens où les personnages ne se déplacent pas? Il n'y a pas de changement de décor, etc. Alors là, c'est plutôt une question pour toi, parce que moi, il y a quelquefois des petits changements de décor. Ouais. Alors, Alors oui, en effet, j'ai vraiment voulu faire le truc. J'ai vraiment voulu faire comme une pièce de théâtre. D'ailleurs, on nous a parlé dans les questions qu'on a reçues en story s'il y avait une référence à Huis clos de Sartre. Alors pour le coup, pas du tout, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait cette volonté de faire un petit peu de la tragédie grecque avec un roman qui est découpé en actes, comme dans ah oui, ah ouais, une pièce de théâtre, ouais, avec une unité de temps, de lieu et d'action. oui, Et en fait, alors là aussi, c'est 36-15 psy, hein, mais c'est pas grave, on y va. Euh, En fait, c'était quelque part pour moi ce roman, c'était une façon de me cadrer. C'est-à-dire que ça allait se passer de 8 heures du soir à 8 heures du matin, oui, avec 5 personnages, avec juste cette histoire entre guillemets de père qui laisse une lettre. Quelque part, il y avait un côté très monomaniaque, tu vois, de se dire bon, ben, mon truc, il est bordé, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, vraiment, limite ça te relevait du toc en fait. C'est-à-dire que ok, là j'ai un truc bien cadré, ok, je vais pouvoir y aller. Donc je pense qu'après l'art du meurtre, j'avais vraiment besoin. J'étais dans une énorme période d'angoisse puisque quand j'ai commencé à écrire les Belasco, mhm, l'art du meurtre n'était pas encore sorti, bien sûr. Et en fait, je venais de signer le contrat et on parlait déjà du second, alors que le premier sortait dans un an. Et en fait, j'étais angoissée, mais de folie. Enfin, voilà, si les éditeurs regardent ce live ou le replay, coucou, merci pour la nuit blanche. Mais j'étais angoissée de fou. Donc, j'avais besoin peut-être de ces limites-là, ouais. Et par contre, on parle de pièces de théâtre, mais tu vois, ton bouquin, moi, je l'imagine tout à fait adapté en pièce de théâtre. Mais alors complètement. ouais, non. Parce qu'il y a un côté, ouais, ouais, enfin, il y a un côté social qui, je trouve, irait bien en théâtre, en fait. Et oui, et puis je pense qu'il y a un décor qui s'y prête aussi peut-être à une adaptation théâtrale. Il y a un décor, et puis il y a une forme de sobriété. Ouais, ouais, Enfin, ouais. je crois. Mais Peut-être que oui, c'est pour ça que tu dis ça. Euh, ouais.
Attends, on a eu un commentaire. On a cru comprendre que Madame Duchamp a un huis clos référence, donc c'est les dix petits nègres. Et vous, Vincent, film, livre, théâtre? Alors oui, cette question, enfin, je l'avais reçue. Eh bien, en fait, moi aussi, je pensais parler des dix petits nègres parce que Agatha Christie. Voilà. Ouais, ouais. Après, petite parenthèse, je trouve que toute l'œuvre d'Agatha Christie, qui est quand même qui a été très prolifique, n'est pas toujours au même niveau. Enfin, tous les livres ne sont pas du tout au même Oui, niveau. d'accord. Oui, oui. Les Dix Oui, Petits Nègres, nouvellement, ils étaient ils 10, étaient 10. Ouais. voilà, qui a été donc le titre a été changé. Euh, c'est quand même, je crois, le huis clos par excellence. Si vous ne l'avez pas lu, bah, lisez-le. C'est tout. Ouais. Ah ouais, 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 faut le lire parce que c'est une grande expérience de lecture avec un twist final qui est top. Enfin, Agatha Christie, elle avait, enfin, c'est Incroyable. fou de modernité ce qu'elle écrit en fait. J'ose pas le relire, hein. J'ai peur en fait d'être déçue. Non mais Mais pour avoir rebalayé quelques pages, je pense que le truc a pas pris une ride, quoi. attends, j'ai rêvé. Attends, est-ce que j'ai rêvé? Tu l'as lu plusieurs fois, non? Alors je l'ai lu 2 fois, ouais, mais pas Ah, depuis. parce que non, c'est quelqu'un, c'est une autre personne que je connaissais qui apparemment ne faisait que relire ce livre quand elle était Ah, petite. ouais. Voilà. Et c'est vraiment un roman, Les Dix Petits Nègres, que les gens ont lu, relu. Tu vois, tu arrives à la fin et t'es tellement scotché que Ouais. tu repasses tout pour voir à quel Ça, moment tu as manqué de voir quelque chose. Enfin voilà. On referme cette ouais, parenthèse Christie, mais We Love Agatha Christie, vraiment. Et lisez-la. ouais. Et donc, on parlait de. Voilà, bah, on achevait de parler de, de huis clos. Euh, et alors, dans ton roman Le sang des Velasco, Christelle, la maison se verrouille donc toute une nuit. C'est tout à fait impossible de s'en échapper. Et alors, est-ce que c'est pas le sort de toutes les familles de rester, d'être enfermé comme ça, avec cette impossibilité de s'extraire de notre lignée, en fait. Est-ce que c'est ça peut-être que tu as voulu Pas complètement. signifier? Complètement. C'est une métaphore. La maison est une métaphore. La maison est le cœur de la famille, mais le cœur au sens viscéral du terme, puisque d'ailleurs elle s'exprime aussi, elle parle. Mais oui, bien sûr, l'enfermement. Enfin, t'avais commencé d'ailleurs. Je trouve ça génial. Hein, je reprends tes notes parce qu'elles sont extraordinaires. Mais oui. Alors attends, je retrouve. Vas-y. Ouais, voilà. La famille ne tournerait-elle pas seulement en vase clos sur 2 ou 3 générations, mais dans l'ensemble de sa lignée, les erreurs des aïeux lointains se reproduisent dans le présent. Hmm. Et voilà, enfin, je me permets de te relire parce que c'est exactement ça. Et tout à l'heure, tu parlais psy, donc voilà. Moi, du coup, on m'a dit que, enfin, quand j'étalais certains problèmes, certaines problématiques, bon bah forcément, on remonte aux parents, on remonte aux grands-parents. Hmm. On explique nos propres tares par des comportements donc du papa ou de la maman. Et puis après, on se dit, mais alors si ma maman a fait ça, mon papa, pourquoi? Ah bah parce que peut-être que son père et sa mère avec lui ont aussi fait ça. Et en Hmm. fait, j'en suis arrivée à dire à ce docteur, mais en fait, ça veut dire que les tares remontent à des lignées ancestrales et qu'en fait, chacun, pardon, je vais être très vulgaire, mais c'est volontaire, Ouais, chacun fait de la merde ouais. et reporte ce tas de merde sur, tu vois, sur les générations futures. Et Hmm. finalement, on se retrouve au bout de la ligne avec un truc, mais absolument dégueulasse, où on a les tares de tous les précédents qui n'ont pas réglé leur propre tare. Et j'avais conclu, le docteur, enfin, j'avais demandé au docteur en lui disant, mais en fait, finalement, c'est insolvable, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que la seule solution, c'est pas d'arrêter la lignée pour arrêter tous ces problèmes, en fait? Alors, c'est super extrême, hein, on est d'accord, hein. Mais, Oui, 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 je comprends. et toi, si ta maman Sommer est pas, on parle pas de son passé et de sa lignée, on parle quand même de 2 choses. On la devine un petit peu, on devine le passé de la maman Sommer. Hein. On se dit que voilà, ça doit pas être génial. Et il y a aussi cette histoire de lignée avec le père qui est complètement absent dans le paysage familial. Je suis complètement Donc là, il y a un truc du coup qui est complètement déséquilibré aussi dans le tien, dans ton roman. oui, 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 c'est ça. Alors,
en fait, le père, c'est le grand absent du roman et c'est peut-être donc le personnage qui est après Victor le plus présent parce que Victor, n'ayant pas connu son père, il le fantasme, il fantasme la figure paternelle et donc il essaie de, non pas de la reconstruire, mais de la construire tout court. Il a aperçu une petite photo de son père furtivement quand il était petit et en fait, mentalement, depuis plus de 20 ans, il se reconstruit cette photo, il essaie de se rappeler les traits de son père, il essaie il interprète par exemple sur cette petite photo, le père faisait un, un, un rictus, tu vois, c'était juste un rictus à peine. Et donc Victor va l'interpréter, le surinterpréter, s'inventer des histoires. Donc oui, c'est le grand absent et extrêmement présent par son absence. La mère, comme tu le disais, on se doute que ce n'est pas une génération spontanée. En fait, c'est pas une méchanceté, une possessivité venue de nulle part. Il y a un passé, il y a un passif. Et ça, on le saura dans le prochain livre, pour le coup, qui sortira en 2023, parce que je reviens sur l'histoire de la mère de Victor. Alors, enfin, chaque livre se suffira à lui-même. On n'aura pas besoin de lire le Lucas Victor Sommer et le suivant, ou l'inverse. Mais disons qu'ils se compléteront. Et oui, oui, mais ça me frappe, en fait, ce que tu me dis sur cette hérédité du vice. Tu parlais de tard. Alors, on m'a conseillé de plutôt parler de faille, parce que une fois, une amie m'a dit, mais tard, c'est violent. Tu parles Ouais, des tares que tu as. ouais. Euh, je me suis dit, ah bah ouais, peut-être en fait, mais de manière générale, je crois que quand je parle du sujet de la famille, il y a une forme de violence. Ça se voit dans le livre. Euh, Est-ce qu'on peut. Alors, dans les questions qu'on a reçues en amont du live, on nous a demandé est-ce qu'on peut s'en affranchir justement de ça. Bah, on a essayé d'y répondre. Enfin, non, c'est pas qu'on a essayé d'y répondre dans nos deux romans. C'était complètement biaisé. C'est pas, c'est pas très Oui, fort. parce qu'il il y a un côté tragédie. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas me dire, hein, tu vas me dire oui ou non, mais moi, il y avait clairement le côté tragédie où en fait, on ne peut pas échapper à sa destinée. Mais là aussi, le parallèle avec la tragédie grecque, hein, où finalement, limite, il y a j'ai bouffé le nom. C'est la City, c'est ça qui fait ses, voilà, qui fait ses prémonitions et finalement, bah, tu dis que tu tueras ta mère dans 10 ans, tu tueras ton père dans 10 ans, pardon. Donc voilà, il y a tout ça. Donc c'est de la tragédie où il y a pas d'issue, il y a pas d'autres issues que celles dans lesquelles je vais projeter mes personnages. Mais ça, Euh, c'est un parti pris et c'est pas, enfin, je crois pas que ce soit un mode de. C'est pas forcément notre mode de pensée en tant que personne. C'est juste le oui, message qu'on véhicule. On a voulu voilà, faire dans le drame, vraiment le voilà, drame de famille, ouais, avec cette inéluctabilité. voilà. Mais c'est un parti pris, c'est du théâtre, c'est de la fiction. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'auteur, on n'a pas d'espoir, et ça ne veut pas dire. Enfin, d'ailleurs, on n'est absolument pas autorisé, je crois, à dire à telle personne, non, tu ne pourras pas t'en sortir. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien Euh, sûr. mais on s'amuse à bâtir des histoires et à Ouais, bâtir des personnages condamnés et voués à un certain destin, parce qu'on en est maître. Et jusqu'à preuve du contraire, nous autres, en tant qu'humains, dans la vie de tous les jours, à moins qu'on soit un croyant fervent, et c'est tout à fait respectable évidemment, on n'a pas de, on est un peu sans Dieu ni maître. Enfin, on n'a pas de quelqu'un qui va nous dire, bah tiens, ton destin sera celui-là. Bon, alors là, je sais que ça peut ça peut prêter enfin, comment dire, ça peut nous amener sur des discussions qui n'en finissent pas. Mais en tout cas, en tant qu'auteur, on a le destin de nos personnages entre nos mains ouais, et on l'a scellé d'emblée. ouais. Ouais, et c'est, tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à. J'ai déjeuné il y a pas longtemps avec un avocat. Je te tairai son nom parce que voilà, c'est vraiment un grand maître du barreau français. Il écrit aussi. Mhm. Et en fait, il me disait que finalement, on n'était pas si différent des serial killers. Parce que finalement, en étant auteur et en sacrifiant parfois nos personnages ou en leur faisant subir des horreurs, et bien finalement, on avait un peu droit de vie et droit de mort sur eux, et qu'on se positionnait un peu en Dieu, en entité supérieure, Mhm. qui finalement gérait son petit monde, gérait sa petite vie,
Et j'ai trouvé ça assez fascinant. Et il disait ça vraiment avec une lumière dans le regard, genre un peu pervers, genre alors hein, toi aussi t'es un peu, Bah, t'as un côté un peu serial killer. Et je trouvais que c'était la comparaison était sympa. Et ça fait écho un peu à ce que tu dis, où finalement on a tout pouvoir sur nos personnages. alors, je dirais que alors c'est complètement vrai, c'est une réflexion que j'ai déjà menée, que j'ai déjà eue, que j'ai déjà Ouais. écrite d'ailleurs pour moi. Euh, et je me suis interrogé sur mon sadisme latent, tu vois. Je me suis Eh dit, ben, on parlait de complaisance au début, Vincent. oui, oui, on parlait de complaisance et donc, en fait, on est auteur, on a tous les vices, c'est formidable, on est angoissé, on est sadique, on se complaît dans le malheur, mais mon Dieu, mais que nous reste-t-il? Est-ce qu'on a des qualités, Christelle? On en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, Ouais. Vraiment, je me suis posé cette question du sadisme, mais la différence entre le serial killer et, enfin, le vrai serial killer qui tue des gens réellement et nous, Qui passe à l'acte, c'est que voilà, c'est le passage à l'acte. bien sûr. Et, et puis en fait, bah, c'est juste que nous, on se purge peut-être, Ouais. certainement, même enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, on se purge à travers l'écriture, par l'écriture, parce que, enfin, ce que je fais faire à mes personnages, ça me fait plaisir et ça me fait du bien et ça me, puis, tu sais, tu es là à voir un petit peu comment ils vont réagir à telle ou telle situation. Je sais pas comment t'écris, si tu écris selon un plan bien détaillé dès le début ou si tu te laisses porter. Moi, je dis toujours que mon écriture, c'est organique, ça se ramifie, ça pousse. Voilà, j'ai une ligne, je sais pas, Ouais. une idée directrice, Mhm. des grosses lignes. J'ai le début, le milieu, la fin. Bon, j'ai quelques petits trucs entre, mais je sais pas tout à fait ce qui va relier les différents points. Donc, je le vis à mesure que je l'écris. Euh, Quelquefois, ça change vraiment de. Enfin, si, ça change beaucoup de choses. Quelquefois, ça prend des directions que j'avais pas forcément prévues et ça doit être comme ça. C'est normal. Euh, et donc, pourquoi je disais ça? Pourquoi je disais ça? Je ne sais plus. Oui, tu disais que tu avais besoin un peu de viscéralité dans l'écriture, donc que du coup, parfois aussi, tu te laisses un peu guider Oui, par un instinct, finalement, pas que par un plan. voilà, c'est ça. Et en fait, je disais, j'aime bien voir comment les personnages vont réagir, comment je vais les faire réagir à telle ou telle situation, à telle ou telle réplique. Là, je bifurquais vers notre façon, notre méthode d'écriture, comment on écrit. Alors, est-ce que tu as un plan très détaillé dès le départ ou est-ce que tu te laisses porter? J'imagine que pour le polar, il faut que ce soit quand même très bien ficelé enfin, avant l'écriture, avant la rédaction. Alors là, pour discuter avec plein de confrères et plein de consoeurs, je me rends compte qu'il y a vraiment plein de schémas différents. Moi, je me retrouve bien dans ton schéma à toi, c'est-à-dire que j'ai un début, une fin, ça c'est clair et net. Je pars jamais sans savoir où je vais. Là aussi, c'est mon côté monomaniaque. Mais voilà, moi j'ai un début, une fin, parfois ça tient en un paragraphe, une petite page à quatre, voilà. Mhm. Mais j'ai mon pitch global. J'ai, comme tu le dis aussi, un ou deux éléments que j'ai envie de faire apparaître, des trucs visuels, des scènes que j'ai envie de d'écrire, de raconter. Euh, pour l'art du meurtre, c'était nos plans, vers début, fin, une scène d'une vanité que j'avais envie de décrire, une scène d'un Pollock fait avec du sang. Voilà, j'avais des trucs comme ça que j'avais envie de raconter. Mais et j'ai vraiment exploité cette viscéralité dont tu parles. Et c'est super bien, je trouve, de aussi parfois se laisser porter par son écriture et ses personnages. Après, pour le sang des Belasco, j'avais mes 5 actes avec les grandes lignes de ce qui allait se passer dans les 5 actes. Et dans Délivre-nous du mal, là, j'avais mes 3 parties et j'avais vraiment le détail. Alors, c'était pas un plan de 400 pages, mais ça faisait 2 pages à 4 bien remplies avec qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre, etc. Donc, Hmm. tu vois, en fonction du sujet, je fonctionne pas forcément de la même façon, mais je laisse toujours une place enfin, ouais, viscéralité, c'est bien. Euh, Je comprends. ouais, ce truc un petit peu instinctif en fait. Je trouve que c'est important et ça se ressent dans les textes, il me semble. Tu n'es pas psychorigide en matière voilà, de Non, plan. Il ne faut pas que non, tout soit prévu absolument à l'avance. Je sais qu'il y a des non. auteurs qui écrivent la fin avant d'écrire
le milieu ou même le début. Ça, j'en suis Ouais. incapable parce qu'en fait, le contenu même du roman, enfin, ce qu'il y a avant le dénouement, va influer sur le Bien sûr. dénouement, sur la fin. Et donc, c'est pour ça que je suis pas capable. Enfin, moi, j'écris de manière chronologique parce que Ouais. pour être, Pareil. pour la cohérence, Ouais. pour un tas de raisons. Parce que, enfin, voilà, Après, toutes les méthodes sont possibles, toutes les méthodes existent. Je sais pas comment font après avoir parlé à tes confrères, consoeurs de polar ou de pas polar d'ailleurs. Alors oui, après il y en a qui ont une idée maîtresse de départ très très forte et qui se laissent guider par l'écriture et finalement c'est l'écriture qui va leur amener la fin. Mhm. Donc ouais, il y a vraiment plein de schémas possibles. Mais ouais, moi je serais incapable aussi par contre de rédiger que la fin parce que je pense que ça t'est arrivé aussi, mais parfois ton histoire et surtout tes personnages te mènent dans des endroits que tu n'avais pas soupçonnés en Bah, fait. absolument, bien sûr, bien sûr. Oui. Et puis, C'est-à-dire que tu dis, ah bah là, je pensais que il allait faire ça, mais en fait, bah non, vu ce que j'ai raconté sur lui, ça va pas être cohérent. exactement, exactement. Ouais. Et c'est ce que Donc, j'appelle la ramification. Enfin, voilà, ça a poussé autrement. Il y a eu quelque chose qui s'est pas passé comme prévu. Et en fait, c'est fascinant. Enfin, c'est génial parce que ouais. en tant qu'auteur, oui, tu as le pouvoir de décision, tu as le pouvoir de vie ou de mort sur tes personnages, mais en même temps, ils t'emmènent quelque part. Ils ont. Ouais. Tu leur as Ils te conféré. manipulent aussi. Comment? Ils te manipulent eux aussi, en Ils te fait. manipulent aussi. En fait, tu leur as conféré un mode de pensée, des traits de caractère, et tu dois composer avec ça ensuite. En fait, c'est comme si tu leur avais conféré tu leur as insufflé une forme de libre arbitre, un petit peu, Ouais. ou de Ouais. personnalité propre. Ouais. Et il serait quand même difficile comment dire, voilà, ce serait pas cohérent de changer, de leur faire prendre telle décision à un moment du livre. Enfin, non, il faut rester sur une ligne Ouais. cohérente. Et Ouais. c'est pour ça qu'on peut pas prévoir. Enfin, voilà, à mesure que se déroule ton récit, à mesure que tu l'écris, euh, ça se passe jamais complètement Non. comme prévu. Et il faut pas. Et c'est génial parce que sinon on s'ennuierait. Bah ouais. Ouais, ouais. Et comme je dis souvent, si nous on s'ennuie pas en écrivant, notre lecteur ne s'ennuiera pas non plus. Moi, quand je me lance dans un chapitre où je me dis, mais en fait, qu'est-ce que c'est chiant, en général, j'arrête quoi et je passe à autre chose parce que si moi je m'ennuie en écrivant, alors que je suis censée être dans mon délire et dans mon truc, mais qu'est-ce que ça va être pour celui qui lit quoi. Et Donc, je pense que c'est un très bon indicateur du potentiel d'un livre si tu prends beaucoup de plaisir à l'écrire et ouais, si vraiment tu t'éclates et que tu es. Enfin, ouais, moi, alors il y a un truc qui m'est arrivé en écrivant le prochain roman pour 2023. Ben, à un moment, j'ai pleuré, mais alors que je suis pas du tout. Tu sais, je suis pas de ces lecteurs qui pleurent à chaque livre qu'ils ouais, lisent. On respecte tout à ouais, fait évidemment, mais je suis pas de cela. J'ai dû pleurer peut-être. Deux ou trois fois en lisant des livres. Mais là, en écrivant celui de 2023, à un moment, j'ai pleuré, mais alors bien franchement, peut-être parce que enfin, j'étais imprégné d'histoire et puis j'étais convaincu parce que j'écrivais ouais, pour le coup. Les personnages ouais. m'ont convaincu, euh, et je pense que c'est bon signe et j'ose espérer que les lecteurs bah, pleureront aussi. Alors bon bah voilà, ça confirme que je suis sadique, mais mais écoute, je pense qu'il faut susciter l'émotion et Ouais. donc voilà. Mais pour en revenir à notre thème, on parlait d'hérédité tout à l'heure. On parlait de la photo que trouve mon Ouais. personnage Victor, la photo Ça, de c'est génial. son Bah, père. ça, c'est génial comme sujet parce qu'en plus, c'est super creepy comme sujet. Avec les bougies et tout, ça va bien là. Vas-y, je te laisse amorcer le truc. Et en fait, Victor retrouve une petite photo de son père qu'il n'avait pas vue depuis 20 ans. Enfin, il avait vu cette photo une fois quand il était enfant. Il connaît pas son père. Hop, il remet la main sur cette photo maintenant qu'il a 33 ans. Euh, et puis en fait, elle lui fait un très fort effet. Cette photo, c'est son père incarné presque à travers le papier. Et toi, dans Le sang des Belasco, il y a aussi une histoire de portrait, de photo. Il y a aussi, c'est crucial. Alors, parle-nous-en, dis-nous un peu de quoi il retourne. En fait, c'est dans une pièce qui est interdite aux enfants, donc on va la découvrir. Un des protagonistes, David, va la découvrir au fil de la, enfin,
à un moment dans la soirée, une cave avec un hôtel, parce que c'est une famille très pieuse. Donc il y a un hôtel AUTEL, hein, voilà, un hôtel religieux avec un crucifix, voilà. Là aussi, un truc bien, bien creepy. Et il y a des panneaux en liège et tout un tas de cadres au mur et notamment des photos, des photographies voilà, d'enfants qui parfois sont pris en photo morts en fait ou dans leur cercueil ou dans leur lit. Et ça, c'est des photos qui existent, enfin qui existent vraiment. Hein. Prendre les gens morts, c'est voilà, ça existe. Enfin, ça existe peut-être encore d'ailleurs, hein, je sais pas. Hein. Moi, je suis pas assez perchée pour avoir envie de faire ça, mais bon. Mais voilà. Et Excuse-moi, oui, je rebondis sur ça parce qu'après on va passer à autre chose peut-être, mais Marcel Proust, on parle beaucoup de Marcel Proust en ce moment parce que c'est quoi? C'est le centenaire de sa ouais, mort, hein, c'est ça? ouais, oui, Et alors, quand j'étais allé au musée Marcel Proust à Cabourg, j'avais appris, enfin je crois avoir compris, que il avait mis beaucoup de soins avant sa mort à ce que ce soit tel photographe qui le photographie sur enfin, sur son mort une fois qu'il serait décédé. Alors, je crois que c'est ça l'histoire, hein, il voulait que ce soit un tel et tout. Et puis, j'ai vu la photo de Marcel Proust, qu'on peut trouver sur Internet, mort. mort. Ouais. Et oui, c'était une coutume, en fait, dans notre société avant, et même des enfants, tu dis? Ouais, oui, oui, les enfants. Alors après, il y avait même vous regarderez sur Internet, moi j'adore ce genre de trucs bien Mhm. creepy. Mais voilà, il y avait même des photos de famille où parfois un membre était décédé, mais on le mettait parmi les siens, assis sur une chaise, voilà. Et du coup, il occupait la place sur la photo. Il était mort, hein. Mais voilà, moi je me rappelle ouais d'une photo de ma grand-mère, d'être tombée sur une photo de ma grand-mère sur son lit de mort. Il y avait une mèche de ses cheveux scotchée sur la photo. Enfin, c'était assez, voilà, assez flippant. Mhm. Et je pense que tout ça, tu vois, on parlait tout à l'heure de, voilà, de psy, etc. Mais je pense que tout ça, ça marque quand t'es gosse et que voilà, tu le redigères un petit peu après. Ouais, voilà, il y a Tattoo 84 qui dit référence au film Martyr. Bah oui, Je aussi. sais pas. Martyr, c'est l'histoire, c'est des photos qui sont prises de gens passant de vie à trépas où vraiment on voit dans le regard ce que les gens voient en fait en mourant. Euh, ouais, ça parle de ça aussi. Mais toi, après, c'est ce qui est bien, c'est pas du tout la photo sous le même angle. C'est la photo comment finalement on refait sa vie ou on imagine un pan manquant de sa vie juste sur une photographie. Oui, C'est ça, quoi. comment est-ce qu'on fait revivre un instant figé ou un personnage figé et comment est-ce que et comment est-ce qu'on fait revivre aussi les morts? Parce que on ne sait pas ce qui est advenu du père de Victor, cet homme sur la petite photo, on n'en sait rien. Bon, mais il est figé sur cette photo, donc il est, on pourrait dire comme, c'est comme s'il était mort un petit peu. Et les morts, on leur fait faire ce qu'on veut, on les ressuscite à notre sauce et on leur prête des paroles. Alors tu vois, il y a des classiques, ah bah si un tel avait su ou s'il avait vu ça, il n'aurait pas été content ou il aurait dit ceci et cela. Bah non, il est mort, donc il n'aurait rien dit. Enfin, c'est une fausse question, tu vois. On leur prête des paroles. Et La euh, question de l'image, finalement, au sens large. oui, oui, Ouais. bien sûr, bien sûr. Et c'est marrant parce que on pourrait très bien imaginer une scène, ou même dans la vie quotidienne, où on regarde la photo d'un parent au sens large, hein, un parent, un proche défunt, et puis on se dirait, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce que je suis devenu aujourd'hui, par exemple. Et ben, c'est rigolo parce que on se demande ce que cette image, cette personne sur l'image, penserait de notre image. Il y a un jeu de regard, mais Ouais. unilatéral en fait, parce que bah, la personne ne nous regarde plus, en l'occurrence. Ouais. Mais tu vois, je crois qu'il y a, oui, on traite ça différemment, la question de l'image, de la photographie, de la fixation d'une image. On le traite différemment, mais il y a des enjeux qui sont communs et Qui on sont n'est pas, similaires. c'est, Ouais. on n'est pas les Ouais. seuls hein, de toute façon à, comment dire, à mettre une photo au centre de nos intrigues. Euh, mais après, une photo, c'est aussi voilà, laisser une trace, c'est perpétuer une tradition familiale, parce que bon, bah, toi, dans ton intrigue, il y a une cave avec des portraits d'ancêtres. C'est très oppressant aussi, parce que
c'est le poids des ancêtres qui pèse, qui nous regarde, parce que ils regardent l'objectif. Pour prendre une photo, la coutume veut que l'on fixe l'objectif. Et en fait, c'est vraiment. Mais c'était pareil quand on se faisait peindre autrefois, quand on se faisait faire le portrait. On regarde et en fait, on condamne nos descendants à être fixés, jugés, jaugés. Ouais, 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 C'est c'est- exactement. c'est assez terrible. Et en fait, je pense que dans ton intrigue, ça pèse beaucoup. Ça revient, on en revient au poids des générations, à ce qu'ils nous ont transmis et à ce qu'ils continuent de nous transmettre et à quel point ils continuent de nous torturer. Ou plutôt, à quel point on fait en sorte qu'ils continuent de nous torturer parce que bah, le père Belasco aurait très bien pu les cramer, hein, les portraits, ou il aurait très bien pu s'en débarrasser. Il n'était pas obligé de sacraliser tout ça. C'est exactement ce que tu dis, c'est ce poids de l'image, le poids de l'image qu'on a hérité des ancêtres, de l'image qu'on veut renvoyer aux suivants, qu'on veut que les suivants donnent, parce que le père Velasco, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est la question centrale. C'est pour ça que c'est super ce que tu viens de dire sur l'image. Le père Velasco, c'est quelle image renvoie mes enfants Mm. et quelle image ma famille, par l'image de mes enfants, renvoie-t-elle? Donc c'est vraiment tout un truc sur et là aussi ça fait écho à ma propre histoire avec ma propre famille Mm. sur cette idée de d'image. Quelle image on renvoie? Donc voilà, tout ça est très lié à la photographie aussi. Comment on est, Euh, comment qui est-on en fait? Qui sommes-nous dans le regard de l'autre? ouais. Même si l'autre, euh, ouais, enfin Oui, c'est- oui, mais c'est aussi le prisme du regard de l'autre, ouais, ouais, ouais. Et le père Belasco, c'est tout à fait ça. Et on le disait tout à l'heure avec Victor Sommer, qui lui, ben, va aller se prendre du bon temps avec des nanas juste pour s'affranchir du regard de sa mère. Donc Mm. tout ça, c'est vraiment une histoire ouais, ouais, de rapport et de regard, ouais, bien sûr. Et du Mm. coup, tu parlais aussi dans ta préparation, tu disais. Tu parlais des enfants, parce qu'on a beaucoup parlé de la mère et du père qui finalement sont un peu des tortionnaires et puis des tarés en puissance. Hein. Et tu disais, les victimes d'aujourd'hui ne seraient-elles pas les bourreaux de demain? Mm. Les enfants Belasco personnifient les péchés, couvrent chacun une forme de violence. Mm. Et on dit que Victor est docile en apparence, donc ton Victor est docile, mais sa frustration couplée à son besoin de liberté grouille sous sa peau. Mm. C'est vrai que c'est vraiment ça aussi, c'est-à-dire qu'on revient sur l'hérédité. Et je sais pas si tu as vu la série Les Papillons Noirs il y a pas longtemps. Mais C'est non, passé sur Arte là. non. Et ça parle vraiment d'épigénétique et ça parle vraiment de la transmission de la violence, euh, ce qui se passe dans les Belasco et ce qui se passe aussi. On parlait de Tart tout à l'heure, des failles et des failles finalement que transmet la mère Sommer à son fils en fait. Mm. Donc il y a vraiment une sorte de ouais d'hérédité aussi dans le ouais dans la violence ou dans le Et c'est une question qui n'est pas que littéraire, hein, parce que là, on traite ça sous un angle littéraire, avec, enfin, ça relève du mythe en fait. Mais effectivement, euh, aujourd'hui, on s'interroge beaucoup au niveau scientifique, médical, semble-t-il, sur l'hérédité de plus largement que de la violence, des traits de caractère, à quel point est-ce qu'on transmet des peurs ou des... ouais, et c'est une vraie question et ouais. c'est captivant. Et là encore, on n'est pas les seuls à l'avoir traité dans la littérature. Je crois qu'il y a... attends, fais voir, qu'est-ce que j'ai derrière Prédateur, hein. Je me demande si c'est pas la théorie Gaïa de Maxime Chatham, je ne sais pas si tu l'as lu, mais il me semble qu'il était un peu question de ça, de génétique. L'épigénétique, ouais. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai l'impression que c'était qu'il y avait un peu de ça. Euh, mais oui, en tout cas, c'est ce qu'on a voulu retranscrire, je crois, l'un et l'autre Ouais. dans, Mm. dans nos romans. Euh, et après, là, je jette un coup d'œil aussi aux notes qu'on avait prises avant le live. Euh, Vivre en vase clos. Oui, alors voilà. Nos familles respectives, les Velasco et les Sommer,
vivent donc en vase clos. Euh, et le vase clos, quand tu es enfermé dans un endroit ou dans une lignée, puisqu'on a dit qu'il y avait plusieurs façons d'être enfermé, on devient zinzin. Au bout d'un moment, on devient fou et ça remet sur la table la question, est-ce que la famille ne serait pas le premier générateur de folie, de névrose. Ouais, Et ouais. clairement, mon intention, bah après on a qualifié mon roman enfin je l'ai moi-même qualifié de psychanalytique parce que j'essayais de brosser un portrait vraiment psychologique assez précis même très précis de mon narrateur. Euh, et toi, pour le coup, je trouve que c'est un bon exemple. Ça appuie vraiment cette thèse selon laquelle la famille, bon bah, tu en viens aux mains, au sens premier du terme, parce que les enfants, ils ont couvé, voilà, sous leurs aspects plus ou moins dociles, plus ou moins tolérants les uns à l'égard des autres. Ils en étaient jamais venus aux mains, et là, ils se retrouvent enfermés. Bon, bah, c'est foutu, quoi. Enfin, ils sont Ça révèle, voilà, ça laisse exploser en fait tout ce qui a été contenu toutes ces années. Euh, je dis aussi que, voilà, je cite Freud en disant que toutes les émotions réprimées, alors je paraphrase très largement là, mais toutes les émotions réprimées ressortent un jour et elles explosent même un jour. Euh, et toi aussi, c'est ce qui se passe. Alors encore, on va pas spoiler, hein, mais toi aussi, c'est ce qui se passe avec Victor. En fait, que ce soit mes petits Belasco ou ton petit Victor, euh, on sent une cocotte minute en fait en ébullition, c'est-à-dire un truc qui bout à l'intérieur, avec le feu qui est monté quelque part par le feu qui est alimenté par les parents. Et du coup, bah, cette cocotte minute, qui un jour elle explose quoi. oui. Et toi, il y a complètement ça aussi avec Victor. Et bah, d'autant plus que j'utilise cette image de la cocotte minute à un moment, donc bah, bravo, Ouais. c'est très juste. Et alors, les commentaires me font bien rire là, parce que Oui, alors là, ils sont partis en sucette les commentaires sur les. non, Ouais, c'est la soirée Macron. et- j'adore. Alors, c'est une soirée spiritisme, pourquoi aussi peu de lumière? Et ben, pour créer le mystère, pour vous faire frémir. Euh, bon, visiblement, ça les fait. Jérôme qui me lance des défis et qui sait pas à quel point je suis dingue dans ma tête. Il me dit, tu dois placer le mot pénis. Bah voilà, j'ai placé le mot pénis. Eh ben, voilà, Voilà. c'était le challenge du jour. C'était le Bah, challenge du jour. Alors, bon. on est ravis si ça amuse les gens, hein. On est là pour rigoler aussi, Oui. là, Voilà. pour être grave. Euh, et ça permet aussi de dédramatiser parce que après toute voilà, cette gravité, cette dramatisation, cette dramaturgie familiale Ouais. où personne n'a de, de, de perspective heureuse, où personne ne peut s'en sortir et où on est condamné à Ouais. vivre dans notre petite tête, dans notre petite famille, dans notre petite maison, La fameuse tragédie, ouais. Ouais. voilà. Et ben, comme le dit, alors j'imagine que non, alors, c'est Caro. Alors je sais pas, Caroline, j'imagine. Bon, pénis pocket. Caroline, Et ben voilà, pénis qui pocket, fait preuve de beaucoup de poésie dans le chat. Merci, Caroline. c'est formidable. Et alors, pendant la préparation du live, as fait une allusion à La mort aux trousses de Ouais. Hitchcock. Alors, Ouais. je crois pas l'avoir vu. C'est quoi le topo de La mort aux trousses? Pourquoi tu faisais le parallèle avec Alors en fait, alors moi c'est pas tant dans l'histoire ou dans le scénario, c'est plus en fait moi les Belasco, la maison, enfin Philippe évoque plusieurs fois sa passion pour la mort aux trousses. D'accord? La maison des Belasco est clairement inspirée de la maison qu'on voit dans la mort aux trousses. Voilà, donc il y a eu toute, voilà, il y a on va dire un petit décorum qui fait penser à du Hitchcock. Euh, et puis aussi avec la corde, qui était un huis clos en plan séquence. Il y avait 3 plans séquences, je crois, dans la corde. Donc voilà, il y a la corde d'un film de Hitchcock. Donc Ok. voilà, il y avait des petits parallèles comme ça avec ce réalisateur-là. Et toi, avec Psychose, quoi. Enfin, je me suis dit, en fait, on cherchait les points communs et il venait un peu, ouais, il venait un peu tout seul parce qu'il y en a beaucoup. Et du coup, ouais, toi aussi, t'as ce truc-là avec Hitchcock, c'était assumé ou pas?
Ben non, parce qu'en fait, j'avais vu Psychose je sais pas, j'avais peut-être pas regardé très sérieusement, un peu en diagonale, il y a des années, il y a combien de temps, je sais pas, il y a peut-être 8 ans. Ouais. Et étonnamment, je l'avais complètement oublié, ou occulté, plutôt occulté, pas oublié, parce qu'on n'oublie pas. Tu citais Freud juste avant, bon bah voilà, on revient à Papa Freud, que j'aime beaucoup, Ouais. euh, qui m'inspire beaucoup en tout cas. Et Et donc, on n'oublie pas et on pompe inconsciemment. Enfin, quand on écrit, quand moi j'écris, je vais parler pour moi parce que voilà. Euh, Quand j'écris, je sais que je pompe inconsciemment sur ce que j'ai pu voir, lire, Bien sûr. entendre. Sur des influences, voilà, c'est du. Oui, Caro nous dit pump it up. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est une sorte de, c'est une grosse salade en fait. Écrire, c'est une grosse salade avec toutes nos inspirations, toute notre. Sauf que, oui, sauf que quand on n'en a pas conscience, et qu'après on revoit l'œuvre ou qu'on la relit ou quoi, bah, on se dit merde, en fait, je suis pas du tout original, je n'ai fait que copier. Quelquefois, c'est limite du plagiat. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on n'y peut rien. Parce qu'on ne peut pas choisir ce qu'on se rappelle ou pas. Donc, on écrit Ah en oui, pensant qu'on est formidable, qu'on est novateur, qu'on a inventé tout un concept, toute une histoire. Et en fait, pour se rendre compte qu'on a juste brodé un digérer, patchwork, digérer une influence en fait. digérer, mais c'est exactement digérer. Et alors, au départ, ça me semblait vraiment abominable. Et j'ai dédramatisé, en tout cas, j'essaie de dédramatiser en me disant de toute façon, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas me dire, enfin, je ne peux pas avoir en tête tout ce que j'ai vu, lu, entendu quand j'écris. C'est impossible. Donc, tu digères, tu l'acceptes, et puis on le retranscrit jamais tout à fait comme on l'a vu auparavant. Digérer, ça sous-entend que ça change de forme, quand même. Bien sûr. Et puis Ouais. après, bah, c'est l'intertextualité. Ça a toujours été comme ça. On ne fait que reprendre tout le temps les mêmes mythes fondateurs, les mêmes Bien sûr. histoires, les mêmes. Enfin, voilà, c'est ce que. Redire, tout à l'heure, on parlait des dix petits nègres. Voilà. À quel point moi ça m'a marqué ado et que du coup j'ai redigéré à ma façon. Ça évoque aussi. Ouais, mais c'est bien quand tu dis parfois on met en place des références qu'on ne soupçonnait pas en fait. Dans la musique aussi, il y a plein de nouveaux artistes qui arrivent sur le marché de la musique et on se dit ah bah tiens lui il a biberonné à David Bowie, il a biberonné aux Hmm. Beatles, ça rien peu importe. Et ben voilà, aujourd'hui les artistes aussi digèrent des choses qu'ils ont écoutées et c'est ça qui constitue l'artiste aussi. Et C'est ce foisonnement de références. voilà. Et il ne faut pas diaboliser ces sources d'inspiration. Voilà, il faut revendiquer, il ne faut pas nier, il ne faut pas dire ah non, justement, c'est ça. Tout à l'heure, on disait qu'est-ce qui. Est-ce qu'on serait pas des Est-ce qu'on n'essaierait pas d'être des dieux en étant auteurs, parce qu'on a nos petits personnages sous notre joug, on les contrôle, on leur donne naissance, on les tue. Et ben, ce qui nous sépare, ce qui nous différencie de Dieu, c'est que on ne sort pas ce monde-là qu'on écrit de nulle part. Ouais, On le sort ouais, de nos inspirations et de notre vécu. ouais. C'est pas ex nihilo, c'est pas au début il n'y avait Alors rien. que Non, Dieu, lui, il est parti, si on part du principe, Dieu est parti de rien. exactement. Et Ouais, là, nous, on n'est pas parti de rien. euh, et contrairement à ce que dit la Bible, au début, bah non, il n'y avait pas rien. En tout cas, au début du processus littéraire, il n'y avait pas rien. Il y avait déjà tout en germe d'ailleurs. Et on n'a fait que donner une forme à ce tout. Alors, ça, on peut s'en féliciter, mais on ne peut pas se féliciter d'être novateur, d'avoir tout. ouais, d'avoir révolutionné le truc, ouais. Voilà. Non. Ouais. Et donc, bah, Euh, écoute, je trouve que c'est pas mal tout ça quand même. Alors, je vais reprendre quelques questions qu'on aurait reçues. Quel est votre huis clos préféré? Nous avait demandé Julie. Bah ça, du coup, on a déjà répondu. Je pense qu'on peut dire des petits nègres. Alors, Nicolas là, nous demande, est-ce que l'analyse, la description psychologique de personnages permet de trouver des réponses propres dans sa vie personnelle? Ça, c'est une super question. Euh, Réponds, Christelle. Ben, moi, voilà, je vais rien faire de nouveau en disant que, enfin, je vais rien dire de nouveau en disant que oui, pour moi, c'est un pur exercice autothérapeutique.
Et que la description psychologique des personnages, ouais, moi je pense que j'aurais pas été graphiste ou écrivaine. J'aurais adoré être psychologue ou Ouais, psychothérapeute. ouais. Voilà, j'aurais adoré. Et en fait, je crois que j'écris justement parce que j'adore observer les gens, j'adore écouter les gens, les décortiquer. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose que je continue de faire du coup quand j'écris. Et du coup, ben, de comprendre les autres, ça m'aide à me comprendre moi. Bah oui, clairement, trouver des réponses dans sa propre vie personnelle, oui. Alors ça résout pas les problèmes, hein, ça c'est Non, sûr, non, mais non, ça permet de trouver des axes de réponse en tout cas. c'est complètement vrai. C'est franchement. Et tu sais, quelquefois, quand tu relis tes propres écrits, euh, tu les relis, tu les comprends sous un nouvel angle, sous un jour nouveau. Et ça m'est arrivé en tout cas. Et moi, le cas Victor Sommer, c'est très bizarre comme livre. Vraiment, c'est très très bizarre parce qu'il a eu plusieurs vies dans ma tête. Euh, tu vois, je pensais au départ que je pensais qu'un auteur véhiculait un message et qu'il imposait une vision. Qu'il imposait Ouais, une vision. Et quand les gens me disaient mais non, chaque lecteur comprend différemment le livre. Moi, ouais, ça m'offusquait. Je me disais, mais non, c'est l'auteur qui doit nous dire comment comprendre un livre. Je ne le comprenais pas. Bon. Et puis, en fait, maintenant, je le comprends parce que mes propres livres, euh, quand je les relis, eh ben, je les relis différemment et ils m'apprennent vraiment des choses. Et alors là, je j'invente rien, vraiment. Comme, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, et puis mais vraiment, ça, voilà, oui, 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 Nicolas, donc pour te répondre, ça vraiment, on se comprend, ça permet enfin, je pense qu'en tant qu'auteur, on se comprend mieux ouais. en se relisant. Déjà, en écrivant, on réfléchit, on met en forme euh, des réflexions, d'éventuels souvenirs, etc. Et puis, en se relisant, après, on se dit, enfin, il y a des liens qui se font, on répond à quelques questions. Ça n'arrange pas nécessairement nos névroses, hein, on ne guérit pas comme ça. Non, Mais non. Mais si on entre justement dans le processus d'écriture, c'est aussi justement pour faire cette démarche en fait. En écrivant, on comprend, mais on écrit aussi pour comprendre. Enfin, c'est un but, c'est un point de départ et un objectif en fait. ouais, C'est les deux mélangés. Donc c'est ça qui est assez difficile à expliquer et à décrire. Ouais. c'est ça. Je suis d'accord. On nous demandait notre mot préféré. J'y ai pas réfléchi au préalable. Alors, Alors non, oui, oui, j'ai lu cette question, ouais, mais non, je veux pas. Ouais, tu sais pas. Je sais pas. moi, je peux dire celui que je déteste, mais Oui, si. alors c'est faire, le verbe faire. Ça, c'est juste pas possible parce que il y a des bouquins qui sont blindés du verbe faire, alors que il y a plein de verbes dans la langue française, quoi. Faire la cuisine, ben non, je cuisine. Enfin, voilà, cette espèce de mot valise faire. Là, je suis en train de lire un bouquin qui a été primé et il y a une page, il y a 5 fois le verbe faire, quoi. Donc Ah, ça, je déteste c'est celui-là. c'est ce qu'on appelle les verbes ternes et il faut Oui. vraiment s'employer à les éradiquer ou à les diminuer au Ouais. maximum, c'est être, avoir, etc. Euh, mais c'est difficile parce que quand on est auteur, quand on écrit, il faut vraiment avoir les yeux partout, Ouais. il y a les Ouais. répétitions, il faut traquer les incohérences évidemment, tout ce qui est au niveau de l'intrigue, au niveau de voilà, de la cohérence de l'intrigue. Après, il y a tout ce qui est linguistique. Alors là, bon, il y a les accords et j'en passe et des meilleurs. Mais Voilà. les répétitions euh, Ouais. de, La de, de- fluidité des dialogues, la fluidité de l'intrigue, le rythme, les descriptions quand même un peu. En fait, ouais, c'est très bien ce que quand tu résumes, quand tu dis, il faut avoir les yeux. Je l'avais jamais vu comme ça, mais ouais, il faut avoir les yeux partout. Et en fait, ça peut être très fatigant. Je sais pas si toi, parfois, tu Ah, c'est- revis, enfin, tu vis certaines relectures comme un truc limite marathonien. C'est-à-dire que ouais, faut avoir les yeux partout. Et ça, c'est ah bah ça, je viens de finir la relecture du prochain là pour 2023 et franchement, en fait, j'avais un timing un petit peu à tenir. Enfin, c'était pas hyper. Je me suis fixé une rigidité quand même, oui. Je devais le rendre pour décembre. Bon, je l'ai rendu la semaine dernière, donc c'est impeccable. Mais le manuscrit final, je veux dire. Mais quand tu dois relire comme ça 500 équivalent de 500 pages de livre,
tu dois avoir les yeux partout. Au bout d'un moment, bah, après, c'est une routine, hein, je crois. C'est un exercice. Là, on nous posait la question quelles sont vos routines? Est-ce que vous écrivez plutôt le matin, le soir? Bon, ça, pour ma part, peu importe. C'est plutôt le soir parce que je travaille dans le commerce, moi. Donc, je finis disons, à 20h. Je rentre, bon, bah voilà, j'écris ou je relis mes textes. Ou sinon, c'est mes jours de repos le week-end. Toi, qu'est-ce que. Enfin, Ouais, bah moi c'est pareil, hein, je bosse la journée, donc parfois c'est le soir. Après, j'ai du mal à me lancer dans un chapitre. Le soir, ça va être plutôt des relectures ou souvent j'aime bien faire des nocturnes. C'est-à-dire, je commence à 9h, 10h et je finis à 2h du matin. Je me fais des petites nocturnes comme ça où je suis toute seule dans la maison, il n'y a pas de bruit, il fait tout noir, j'allume une ou deux bougies et je vais faire de la relecture. Et après, ça va être plutôt les week-ends où là, je vais ouais, écrire du texte en fait, écrire vraiment. je comprends. Parce que se lancer dans un chapitre à 10 heures du soir après la journée de boulot, enfin, c'est dur quoi. Bah, franchement, je le fais. Ouais, Enfin, ça dépend. Quand il faut, je le fais. Quand il faut, je le fais. Mais maintenant, j'essaie de plus m'écouter et d'être moins rigide. Mais alors, on me pose souvent la question, mais comment toi aussi, on doit souvent te poser la question. Bah, quelle est ta routine? Quel rythme il faut avoir pour écrire? Quand on commence à écrire, quand on veut écrire, on ne sait pas comment faire. Alors moi, j'allais au départ sur des forums, sur Internet, pour avoir des méthodes, des moyens de comparaison, en ouais, fait, savoir comment les autres font, même pour le nombre de mots, combien de mots doit comporter un roman. On sait très bien que c'est complètement aléatoire, il y en a qui font 100 pages, il y en a qui en font 1000. Très bien. ouais, Euh, mais tu veux être dans une moyenne quand même pour avoir un ordre d'idée. Bon. Et au départ, c'est très angoissant quand tu commences à écrire. Après, tu prends le pli et puis tu te trouves ta ouais. propre méthode. Il y a autant de méthodes qu'il y a d'auteurs, vraiment. Donc, la question de la routine, ouais, c'est. Ouais, puis je pense, tu sais, c'est très symptomatique de notre époque, une époque où on veut tout étiqueter, tout cartographier, tout délimiter, alors que finalement, moi, ce que je dis souvent aux gens qui me demandent bah, comment on se met à écrire ou comment on écrit, moi, j'ai juste envie de dire, en fait, faites-vous plaisir et lâchez ce que vous avez sur le cœur. N'ayez pas peur de poser les mots, même si c'est dégueulasse. Le premier jet, il est toujours dégueulasse. Même la personne qui vend le plus de livres au monde, elle fait un premier jet pas bon. Hormis si on s'appelle Proust, hein, voilà. Le premier jet est dégueulasse. Donc lancez-vous en fait. Et moi souvent, euh, quand je me mets devant mon ordi et que l'écriture ne vient pas et que je n'arrive pas à balancer ce que j'ai sur le cœur, ben en fait j'arrête. Je me force pas à écrire en fait. Et on en revient au truc viscéral de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment il faut que ça vienne Oui. faut que ça vienne des tripes et si ça vient pas, je me force pas entre guillemets. Pas sur l'écriture, hein, pas sur la relecture. Hein, je parle vraiment de la phase écriture. De la phase d'écriture, et ben, c'est là où on diffère, tu vois, c'est là où tu es plus sage que moi, parce que quand je suis bloqué, ben, en fait, je continue de bloquer, je continue, mais Ouais, et alors que je sais pertinemment, je sais que ça marche, quand on laisse un petit peu le texte qu'on part, qu'on va faire autre ouais. chose et qu'on y revient, bah, c'est beaucoup plus facile. Et en fait, ça s'impose quasiment. Et la plupart du temps, on se dit, mais Ah c'est oui. pourquoi j'y ai pas pensé? Bah, pourquoi? Parce que tu avais la tête dans le guidon et tu pouvais pas. Voilà. Bah, Mais oui, oui, il faut ouais. se faire plaisir. Et. Tu sais, Vincent, souvent je compare ça à, tu sais, quand tu cherches, tu vois un acteur dans un film et tu dis, ah putain, je le connais cet acteur, il s'appelle, et tu sais, tu trouves pas le nom. Oui, Et souvent, en fait, t'arrêtes d'y penser, voilà, tu regardes ton film, tu y reviens 2 heures après, le nom il sort tout seul. Et c'est ce que j'essaye de faire du coup avec l'écriture. Je me dis, faut pas forcer si ton cerveau il veut pas à ce moment-là. Mais après, c'est bien aussi d'être parfois un peu exigeant avec soi-même en se disant, non mais allez, là j'avais prévu d'écrire, donc j'y vais quoi. mhm. C'est un bon entraînement, hein. Bah voilà, quelquefois, il faut accepter de racler, il faut Ouais. accepter d'avoir du mal. Ça fait partie du processus. Euh, Ouais. Il y Laurent, avait Laurent qui posait une question sympa là. oui, Comment arrive-t-on C'est ça, c'est celle-là que tu voyais. oui, Comment arrive-t-on à faire confiance à son correcteur quand il demande certaines choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord? bah, on refuse. Euh, alors, moi, je suis en plein dedans là, puisque justement, c'est en relecture éditoriale, qui n'est pas une relecture d'orthographe. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment une relecture éditoriale où là, c'est le boulot de l'éditeur Mhm. qui va lire le texte pour voir les incohérences, les lourdeurs, les longueurs, au contraire s'il manque des choses. Mhm. Donc moi, je suis en pleine dans cette phase-là. Euh,
je pense que quand on a l'humilité et quand on a un bon partenaire éditorial, Oui, euh, la question, voilà, et je pense que toi, t'es avec ton éditrice, t'es comme moi avec mon éditeur, c'est-à-dire que moi, je suis en toute confiance, c'est quelqu'un d'intelligent, donc pour moi, en fait, d'ailleurs, je le dis dans mes remerciements du prochain, c'est un coéquipier pour moi. Donc, entre coéquipiers, on se fait confiance et on se complète. complètement. Donc, voilà, Jérôme, je lui fais confiance. Après, il y a certains trucs où je suis pas d'accord. Alors, c'est, on va dire, 10% des cas, voilà. Et où là, on va en débattre. C'est-à-dire, je vais lui dire, bah, écoute, non, là, tu me dis qu'il faut enlever ça, mais, et voilà. Et après, ben, je vais le convaincre parfois. Parfois, c'est lui qui va me convaincre du contraire. Donc, Ouais. après, mon éditeur m'a clairement dit qu'avec certains auteurs, c'était très difficile de travailler parce qu'ils refusaient qu'on touche à leur texte. Oui, ça, Moi, c'est une grosse moi, problématique. je sais pas toi, du coup, comment tu vis le truc. Alors, avec Virginie, donc mon éditrice, parce on est tous les deux chez l'Archipel, hein, pour expliquer aux gens, mais on n'a pas le même éditeur, on n'a pas le même interlocuteur, quoi. Donc, toi, c'est un certain Jérôme qui s'occupe de toi, et moi, c'est Virginie. Donc, je m'entends exceptionnellement bien avec elle. On est on est proches, vraiment. Enfin, j'ai beaucoup de chance. Et quand elle me fait part de ses remarques, la plupart du temps, enfin, même tout le temps, je les trouve très pertinente, ce qui ne m'empêche pas de lui démontrer quelquefois que je l'entends d'une autre manière. C'est-à-dire, j'ai pas, bah là, je peux pas donner d'exemple précis, mais euh, elle me fait une suggestion, elle me dit ah, je verrais plutôt ça comme ça. Et moi, je lui dis bah oui, mais non, parce que voilà, on argumente, on en discute comme tu le disais. Alors voilà, tout à l'heure, quand j'ai répondu à la question de Laurent, j'ai dit non, bah quand ça nous plaît pas, on refuse. Bon, j'ai été très catégorique, on refuse pas comme ça de but en blanc, non, tu balayes pas la remarque, tu la Ouais, reçois, cette remarque, tu l'accueilles. ouais, Euh, et puis après, tu pèses le pour et le contre parce que c'est quand même précieux la vie d'un éditeur. Enfin, il a quand même un regard extérieur et professionnel, donc il faut faire confiance. Après, tu as le dernier mot. Virginie me dit, c'est toi l'auteur, tu as le dernier mot. Et je sais pas si tous les éditeurs ont cette approche-là, tu vois. ouais. Les bons Oui, éditeurs, en oui. principe, devraient laisser une liberté pourvu qu'elle soit, je pense. Euh, une fois un roman terminé, nous dit Laura, pouvez-vous vous détacher de vos personnages ou continuent-ils à exister dans votre esprit? Alors ouais, moi j'ai entendu plein d'auteurs qui disaient ça que alors moi pas du tout quoi. Alors je dois être sans cœur, mais alors moi Hmm. c'est ça. Alors par contre euh, je les aime et je les écoute beaucoup quand je suis avec eux. Parce que comme je disais, c'est aussi en observant les autres que je retranscris, que je crée mes personnages. Donc du coup, je suis enfin, très attentive quand je suis avec mes personnages. Mhm. Mais après, une fois que le roman est terminé, et même à la limite une fois que l'ordinateur est éteint, moi les personnages, enfin, je les sanctifie et je les personnifie pas du tout. Mais alors pas du tout. Je Hmm. sais pas toi. Bah, en fait, moi je suis dans une autre démarche, c'est que je bâtis une série de romans là où chaque roman est autonome. Je vais pas dire indépendant, je dis vraiment autonome parce que là c'est l'histoire de Victor avec sa mère. Ensuite, on revient sur le passé de sa mère pour comprendre pourquoi elle est devenue cette mère possessive. Ouais. Et puis après, ce sera sur un autre personnage. Enfin bref, ça formera une sorte pardon, de trilogie. Euh, Chaque roman est vraiment autonome. On peut lire dans tous les sens, on peut n'en lire qu'un, on peut n'en lire que deux. Enfin, on s'en fout. Chacun se suffit à lui-même. Comme en fait, comme les membres d'une famille. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, bon bah t'as pas besoin de connaître toute sa famille pour parler avec, tu vois. Et ben c'est Ouais. exactement la même chose. J'écris sur la famille et chaque livre est un membre d'une famille. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt, Ouais. enfin moi en tout cas ça me plaît comme fonctionnement. Et ça me force à continuer de penser pour les romans à venir aux personnages et j'en suis tellement imprégné que oui, oui, bien sûr, j'y pense. Alors attention, hein, je ne veux pas faire comme si oh, je souffre et tout parce qu'un tel il est mort. Non, ben non, enfin évidemment que non. Mais je remâche certaines scènes, j'y repense, je me dis, bah tiens, je suis content de ça, de ce que j'ai écrit là, je repense à tel personnage, enfin, voilà, mais ils sont figés, je vais pas me dire, par exemple, ah bah tiens,
qu'est-ce que tel personnage aurait fait à ma place? Là, bah, ça n'aurait pas de sens. Ça ne sert à rien de psychologiser, entre guillemets, des personnages de papier. Euh, Nadège nous dit, moi, mes personnages ne me quittent pas, j'y pense tout le temps. Mais en fait, je pense que c'est, oui, ça dépend de l'approche qu'on a. Ouais. Euh, Oui, puis alors, par rapport à ce que tu dis sur cette trilogie et sur finalement cette. Alors, j'ai bouffé le mot là, ça m'énerve. Euh, Tu sais, comme Blackwater, là, on dit que c'est saga? une. Comment? Une saga? Ouais, voilà. Alors, le mot est, mais c'est exactement le mot que je cherchais. Il y a dans la notion de saga, il y a cette notion où on va justement développer les personnages et où finalement, et le lecteur et nous, finalement, allons nous attacher à eux. Donc, je pense que toi, plus tu vas avancer dans tes romans, plus tu vas finalement développer cette attache à tes personnages. Alors que moi, je fais tout l'inverse, justement. Je Ouais. reprends pas mes personnages, justement parce que j'ai pas envie de continuer l'histoire avec eux. Tout à l'heure, il y a une question, y aura-t-il une suite au Belasco? Non, Ah, jamais, en fait. Bon, puis en plus, je vois pas comment, sous quel angle enfin, sous quel angle dramatique je pourrais aborder ça. Mais en plus, j'ai pas envie de suivre mes personnages. Ça fait très méchant dit comme ça. tu te rends compte que tu es en train de briser un rêve, peut-être la vie d'une lectrice ou d'un lecteur, là, t'es abominable, mais enfin, Ben, après, je pense que ça tient au fait que j'ai envie à chaque nouveau roman d'être libre. En fait, je crois que j'ai un gros besoin de liberté dans ma vie, et cette liberté, je la trouve dans mes romans. Et finalement, constituer une saga entre guillemets, hein, le mot saga, il est pas beau, mais bon, les gens auront compris. Mais poursuivre avec une série de personnages, ça m'enfermerait dans une chose, et j'ai surtout pas envie de m'enfermer en écrivant, en fait. je comprends, Tu vois? je comprends vraiment. Mais Euh, toi, là où tu arrives à transformer le truc, c'est que tu choisis de raconter l'histoire d'un autre personnage à un autre moment de sa oui, vie. oui. Donc, du coup, tu as trouvé le moyen de pas t'enfermer aussi, là. Alors, c'est complètement, c'est une ouverture. C'est vraiment une ouverture. Donc, je vis pas ça comme un enfermement. Je vis ça comme, je reprends un personnage. En fait, je bâtis moins une famille qu'un univers. Tu vois, un univers Mhm. cohérent où il va y avoir des petites Ouais. références quelquefois, mais voilà, rien de très rigide. Alors, rapidement, Nicolas me disait, si tu devais écrire une lettre à Victor, tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais rien parce que de toute façon, c'est un personnage de papier et, et donc comment dire, mes conseils pour lui ne seraient rien et surtout, il a reçu assez de conseils de sa mère. Il n'a pas besoin de moi pour. Enfin, je ne lui rendrai pas service en lui donnant encore d'autres conseils, peut-être. Il faut qu'il prenne sa Et tu vie. sais, je pense souvent à ce truc qu'a dit, je le dis souvent ce truc, mais tant pis, je le redis encore, euh, suite à la tuerie de Columbine aux États-Unis, là, dans les années 2000, euh, tu sais, Marilyn Manson et sa musique avaient été un petit peu pointés du doigt comme vecteur de violence, etc. Parce que les gamins écoutaient du métal, voilà. Et du coup, le réalisateur qui avait fait Bowling for Columbine avait interrogé Marilyn Manson en lui disant, bah, qu'est-ce que vous auriez dit à ces gamins en fait avant qu'ils ne passent à l'acte, ou si vous avez dit qu'ils allaient passer à l'acte. Et en fait, Manson a répondu, bah, en fait, je leur aurais rien dit, je les aurais écoutés. Et C'est ça. voilà, c'est tout à fait ça sur Victor, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas été écouté et qui même on lui a coupé la parole, c'est-à-dire sa mère, Ah, c'est un euh, lapsus, ça. sa Ah, lapsus, bravo. non mais sa mère l'a vraiment non seulement castré, mais lui a aussi coupé la langue en fait, coupé Elle, la voie d'expression. ça, d'ailleurs, ça nous renvoie à Délivre-nous du mal. Oui. Couper la langue, mais c'est formidable cette intertextualité là, on est vraiment. Oh là là, mais écoute, faut qu'on écrive ensemble. Et bah, c'est trop bien, oui, c'est une super idée d'ailleurs. Euh, Ah, quelqu'un veut une chanson, Vincent. Toi, désolé par avance, mais puisqu'on parle musique, Vincent peut-il nous chanter un bout de Weekend à Rome? Mais alors ça, c'est marrant que tu. Mais attends, Ouais, c'est qui Laurent là? Tu c'est connais? ouais, je pense que c'est ouais, c'est un follower de Duchamp, ouais. Mais alors là, c'est vraiment super bizarre. Mais c'est Alors, vrai que t'as un truc de Dao dans la voix, ouais. mais alors moi, je connais pas Étienne Dao. J'ai jamais écouté Étienne Dao. Je sais même pas ce qu'il chante. Vraiment, excusez-moi tout le monde. J'avoue mon ignorance. Je suis pas Dieu comme on le disait, donc je suis pas tout puissant et ça tout savant. On m'a dit ça que j'avais la voix Ouais, quelque chose d'Étienne Dao. Mais ouais, c'est vrai.
C'est trop bizarre ça alors. Bon bah c'est un compliment ou quoi? Est-ce que je peux Ah remercier? ouais, ouais. Après, c'est pas un grand chanteur, mais par contre, il a une très belle voix. Ouais, il y a quelque chose, ouais. Eh ben écoute, formidable, mais alors désolé, Weekend Darwin, bah non, je connais pas. Bah non. Ah merde. Bon, j'ai raté quelque chose. Comment imagines-tu ta vie dans 10 ans? Me demandait Emmanuel. Eh ben, j'espère pouvoir me consacrer à l'écriture sans trop m'enfermer chez moi non plus. Mais voilà, j'espère, bah, on espère toujours le succès quand on écrit, je pense, non? Est-ce que Ouais. t'espères pas faire un best-seller, toi? Enfin, Si, parce que plus que l'envie d'en vivre, c'est en fait l'envie d'être lu, d'être le plus lu possible, en fait. Euh, Moi, je vois pas la quantité de livres vendus comme un chiffre ou comme le fait d'en vivre. Pour moi, c'est pas quelque chose, c'est pas la récompense matérielle ou pécuniaire qui m'intéresse, c'est la récompense morale. C'est-à-dire de se dire, purée, mon livre a touché 200 000 personnes. la reconnaissance. Euh, voilà. Et ça, euh, et d'ailleurs, on me demande souvent si, voilà, j'aimerais ne faire que ça un jour ou ne vivre que de l'écriture. Et en fait, je sais même pas parce que là, je suis dans un équilibre de vie qui me va bien. Donc, mais le best-seller, ouais, le truc plein de milliers d'exemplaires, oui, ça c'est le rêve, ouais. Ah bah clairement, ouais, on en est, moi en tout cas j'en suis très très loin, hein. Coucou Magali, je vois que Magali, qui est une consoeur de l'archipel, super, Ouais. arrive. Beaucoup Magali, ouais. On est entre archipélois, archipéliens, je sais pas comment on dit. Ah ouais, bah toi aussi, je vois que tu sais pas. Ça me Et rassure. alors là, la question qui tue, alors c'était Laurent qui nous l'avait posée. Euh, qui est le plus horrible de vous deux? Ah, eh ben, je, franchement, je plaide coupable. Enfin, je pense que c'est moi vraiment. Je sais pas, je te connais pas suffisamment. D'ailleurs, je me permettrai pas de te juger, de dire que tu es pire que moi. Mais je crois que je suis particulièrement vicieux à mon grand dame. Voilà, je suis. Hum, je sais pas. Juste Je- cette bougie comme ça, Vincent, là, ça nous perturbe. Ah non, et en plus, c'est très raccord avec ce que je suis en train de dire. Non, mais je suis. Je sais pas. Je pense que c'est moi le pire. Tu es plus vertueuse que moi. Autant, ouais, mais attends, je sais pas, non, autant on est horrible entre guillemets dans nos récits tous les deux, autant je pense que pas dans les récits, mais en tant qu'humain non écrivain, on va dire, en tant qu'humain lambda, normal, Mhm. je pense qu'on est tous les deux quand même. C'est aussi pour ça qu'on s'entend bien, mais je pense qu'on est hyper bienveillant, hyper à l'écoute des autres, curieux. Tu vois, je pense que quand même on a J'ai- un fond quand même là-dessus assez similaire. J'ose l'espérer, mais je suis très critique vraiment envers moi-même et j'ai du mal à savoir un petit peu qui je suis, à quel point, quel est mon niveau, mon degré de pureté, disons, tu vois. Je sais pas, tu vois, tu poses la question là, mais c'est un vaste sujet, à quel point est-ce que on est à l'écoute des autres. Enfin, moi, je me demande toujours, est-ce qu'on écoute les autres parce que vraiment ça nous intéresse ou enfin pour les Mm. écouter ou est-ce que c'est pour répondre enfin tu vois j'ai tout un Ouais. questionnement autour de l'ego autour de Ah ben ça, ouais. j'ai Mm. une Ouais, je comprends. culpabilisation monumentale, j'ai beaucoup de mal depuis quelques mois à m'en sortir à ce niveau, mais bon je chemine et puis on verra bien Ouais, ouais. Et après, de toute façon, déjà, se questionner sur son potentiel égoïsme ou sur son intégrité, ça fait montre déjà d'humilité. Donc, ça prouve que je me trompe pas trop, je pense. Tu sais, les cons, ils se remettent pas en question, hein. c'est ce que je me dis, Voilà. mais bon. Tu vois, il y a Jules Life qui dit arrête de culpabiliser. Voilà. Mais Où c'est je Julie? pense, Ah, Julie, ah, je t'aime. je pense que c'est toujours bon signe c'est toujours bon signe de se remettre en question en fait. Et ça permet d'évoluer soi-même. Ça permet d'évoluer dans son rapport avec les autres. Euh, Moi, les gens qui se remettent jamais en question, ça me désespère quoi. Et ce sont des gens, on le voit, qui n'avancent pas. On en parlait tout à l'heure par rapport à l'édition. Quand j'entends mon éditeur qui me dit, ben moi j'ai des auteurs qui n'en font qu'à leur tête et qui n'écoutent aucun des conseils. Enfin moi ça me dépite quoi.
on peut pas avancer avec des œillères et sans écouter les conseils avisés des autres, quoi. Bah, complètement, clairement. Mais bah, je suis ravi de tous les petits commentaires qu'on reçoit, qu'on a reçus tout au long du live, parce que le live bah, a touché à sa fin. Ça fait 1h40 qu'on discute, mais Oui, bon, bah, ça suffit. Moi, j'ai plus de bougie bientôt. Si, par contre, je pense qu'on peut peut-être conclure. On a eu des questions sur les parutions. Toi, tu as un livre qui sort l'année pro, du coup, ouais, Vincent? oui, je dirais pas en fin d'année. Allez, en fin d'année 2023, dans un an, il sera sorti. Voilà tout ce que je peux dire pour D'accord. l'instant. Et toi, Et donc, ce sera sur Madame Sommer. sur la mer de Victor, oui. Chouette. Bah, ça, c'est cool. Eh ben, écoute, moi, c'est rendez-vous en début mars 2023 avec un nouveau roman, toujours chez l'Archipel, voilà, sur les souvenirs, on va dire, et sur les traumas et sur la profondeur à laquelle on peut enfouir ces souvenirs. Voilà. Et ben Mais je peux ça, ni vous dire le titre ni rien, c'est secret encore. et tu vas le révéler quand? Ça va être février, je pense. Pour mars, d'accord, ok, ok, très bien. Oh là là. C'est génial. Alors, on rappelle nos deux ouvrages. Le Calictor Sommer, moi c'est Vincent Delarue, et Christelle Duchamp, c'est Le sang des Belasco, qui est donc ton avant-dernier. C'est ça, je ne me trompe pas, avant-dernier, hein, ça date de Ouais, 2021. ouais. Vous êtes adorable vraiment en commentaire. Ouais, merci, vous avez été trop chou, ouais. Nous vous sommes vraiment très très reconnaissants de nous avoir écoutés, d'avoir réagi. Ouais, C'est archi intéressant, ça donne vraiment envie de recommencer. Et ouais. petit mot d'avertissement sur mon t-shirt, je l'ai mis exprès. Il a l'envers. Ah, c'est à l'envers? Ah ouais. Non, mais Car tout- or you. voilà, c'est careful or you'll end up in my novel. Attention, enfin, prenez garde à vous ou vous finirez dans mon roman. C'est pas mal, je veux le même. Mais attends, je te l'offrirai quand on se verra, j'espère te voir d'ailleurs. Ah, pas grave. Tu fais des salons en 2023? Ouais, alors ça va être plutôt des salons polars, hélas. Donc je sais pas si on va se croiser, c'est triste. Je vais être à Nemours fin janvier. Je serai à Polarland en mars. Je serai Quai du Polar à Lyon. Voilà, plein de petits. Peut-être Saint-Maur-en-Poche. On va peut-être Ah, cohabiter à Saint-Maur-en-Poche. Ce serait chouette ça. j'espère. C'est en quel mois ça, Ouais. ça m'en rempoche? C'est fin juin, je crois. Oh là là, il faut absolument que j'assiste à ça. Ouais, ouais, c'est vraiment super chouette. Il y a un côté très village, très familial qui est génial. Ah, Ouais. Magali nous demande si on se voit à Noir-Charbon. Bah non, 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 j'ai vu que tu y étais. Non, moi non plus, j'y serai pas, ouais. Eh ben écoute, Mais ouais, Saint-Maur-des-Fossés, ouais. Oui, oui, c'est le Saint-Maur-en-Poche, c'est à Saint-Maur-des-Fossés, ouais. Le salon de Jean-Edgar Cazelle et Gérard Collard. eh ben voilà, Voilà. c'est génial. Et on finit en précisant que l'archipel et nous-mêmes, du coup, mettons en place un petit concours pour Noël. Donc, on fait gagner à une personne nos deux romans, Le Calictor Sommer et Le Sang des Belasco. Euh, pour participer, rendez-vous à la fin de ce live sur ma page Instagram, donc Vincent DLRX pour Delarue. Et voilà, les conditions, enfin comment dire, les conditions de participation seront dans la publication. C'est tout à fait simple et classique. Voilà. Et tirage au sort, je ne sais plus, samedi prochain. Donc, donc, on fait des bisous à tout le monde. Et merci infiniment. Tout le monde, enfin, vous pourrez revoir en replay si vous avez manqué, si vous voulez nous écouter religieusement. Ouais. Et on vous embrasse. Et merci beaucoup. Ouais, gros bisous. Merci Vincent. Bye. Merci. Salut.